Bienvenue, bienvenue pour cette petite session d'une histoire éolie sur les vêpres siciliennes. Donc la seconde vidéo dans la série Une histoire éolie. Seconde seulement puisque avec comment dirais-je, une occurrence tous les 3 mois, c'est logique, hein, voilà, c'est peu ou prou les 3 mois de la chaîne par la même occasion. Donc voilà, ça se fête, bon anniversaire. Mm. Ça fait quand même bien nom de film, oui effectivement. Dès qu'il y a Sicilien dans quelque chose, ça fait tout de suite film. J'ai bien conscience qu'une vidéo de ce type tous les 3 mois, c'est pas forcément un rythme satisfaisant, mais il est difficile de faire mieux pour plusieurs raisons. Il faut que je trouve les bons mots pour le dire, mais c'est pas une question de faire Calimero, c'est plutôt des explications pour que vous saisissiez un peu la procédure en coulisses. Je me suis lancé à la base et en amont de la création de la chaîne avec un peu de boulot à faire sur la technique, le comment faire, mais ça à la limite c'est pas très grave, mais surtout sur le trio le cœur de la chaîne, le trio de vidéos qui sont les vidéos on va dire principales, c'est-à-dire littéraire, historique, et puis un petit peu le tout venant que j'ai baptisé onanisme et découverte, peu importe, que je considérais la base de mon travail, en bossant on va dire sur chaque à peu près une demi-heure par jour, pour tester la faisabilité et la vitesse de production que ça entraînerait en consacrant à peu près 1 heure et demie à mes futures vidéos. Donc j'en suis arrivé à ce rythme de 3 vidéos littéraires par mois et une tous les 3 mois pour les 2 autres types, en partant de cette base de travail, pondérée en sachant que j'aurai par la suite à streamer, donc comme vous l'avez vu 3 ou 4 heures par semaine, je n'ai pas le compte mais ça doit faire à peu près ça. Et puis à préparer aussi les réceptions, hein. J'ai par exemple dû relire le pavillon des cancéreux pour Pierre, même si j'ai pas réussi à le terminer, et puis à bosser les tier lists. Voilà, avec des nuances entre elles, vous passez pas le même temps sur toutes. Au-delà des notes que vous prenez quand vous créez une tier list ex nihilo, c'est un peu long. Rien que de faire toutes les images, c'est un peu casse-couille. Voilà, donc je savais qu'1 h 30 ce serait une base qui allait connaître une inflation. Et bah en gros, on est passé en lissant et en comptant les streams à voilà 4 heures par jour de boulot. Donc c'est à peu près, je dirais 25 heures par semaine qui sont consacrées à la création de contenu. Après, on jugera le résultat comme suffisant ou insuffisant, hein. Vous êtes maître de la chose, c'est pas le souci. Mais ce que je voulais dire, c'est qu'il n'empêche que, voilà, avec 3 mois des 2 activités, j'ai un petit peu de recul maintenant sur ma profession réelle et sur le stream. Je pense que je serai en mesure de proposer peut-être 5 ou 6 vidéos autres que littéraires par an au lieu de 4. Voilà, c'est-à-dire 1 ou 2 vidéos historiques et onanisme et découverte par an en plus. Maintenant, il faut que je vois parce que c'est un sacrifice important, c'est tout mon, enfin, j'allais dire c'est tout mon temps libre qui y passe, non, mais bon, c'est les 2 tiers, voilà, j'ai une famille et je peux pas trop faire l'idiot non plus. Donc voilà, je fais le point au fur et à mesure du temps, 6 mois, 1 an, 2 ans, je verrai. Le but étant que ça puisse continuer un petit peu, moi, ça soit pas trop, ça draine pas tout mon temps non plus, et puis que vous, ça puisse, voilà, un peu nourrir les gens, qu'il y ait un peu d'émulation. Enfin, je divague, voilà, le but premier, c'est surtout de dire qu'on aura peut-être 5 ou 6 éditions, de ces vidéos-là, au lieu de 4 dans l'année, on verra si j'y arrive, hein. Ne m'en voulez pas si je ne tiens pas mes promesses, mais voilà, c'est du travail. Voilà, j'aurais voulu trouver des mots un petit peu plus justes pour décrire tout ça, mais c'était juste histoire de dire qu'il n'y a rien de magique derrière tout ça. Je suis un pur amateur, et c'est un travail important. Je voulais quand même vous faire savoir en intro, je trouvais ça important que la rareté de certaines vidéos ne tient pas au peu d'estime que je porte à ceux qui les écoutent, mais à l'écoulement sans pitié du temps. Voilà pour cette petite introduction, mais que je voulais faire quand même. J'y ai pensé la dernière fois qu'est venu Pierre, et effectivement, je trouvais important de pouvoir resituer un petit peu pourquoi certaines vidéos sont plus rares que d'autres. Donc le thème. Ça rejoint à mon sens un croisement d'intérêts, un peu de hasard aussi. Vous tombez sur un livre et vous vous dites pourquoi pas en apprendre toujours plus sur le monde et son histoire. C'est une petite brique de plus qui ne tiendra sans doute pas longtemps, mais qui aura été là un jour. Voilà, elle s'émiettera, vous ne pourrez pas forcément la réemployer, mais elle aura été là et la poussière qui vous reste suffira à enrichir un petit peu votre compréhension du passé et du présent. Ceci étant dit, il est aussi bien entendu question d'appétence personnelle. Un jour ou l'autre, je pense que je serai venu à en parler, que on est
bien entendu, dans cette histoire un peu oubliée, ces morts anonymes dont j'ai fait dans certaines autres vidéos un peu mon beurre, beurre non lucratif que j'espère toutefois nourrissant. On est dans l'histoire italienne la plus méconnue, la plus obscure, la plus tragique, celle de son Moyen-Âge, celle où elle sert une fois de plus de terrain de jeu aux appétits des puissants, mais sans, on va dire, cette flamboyance du Quattrocento, celle aussi cette partie d'histoire où elle se déchire, mais sans la richesse économique et artistique qui sera, on va dire, étalée au siècle suivant. C'est l'histoire d'une Italie toujours divisée et martyrisée, mais plus anonyme et sans gloire. Et puis, alors c'est involontaire, mais ça tombe toujours bien, c'est aussi une introduction au trio littéraire à venir que je présenterai par la suite dans les vidéos Un livre et au lit. Alors on aurait pu faire une histoire simplement chronologique et guerrière, mais on trouve encore une fois une porte dérobée pour y entrer. Bon, même si in fine on a une présentation classique et chronologique pour être honnête, mais les vêpres elles ne sont pas que ça. J'ai pu les évoquer dans une précédente vidéo qui traitait de la fin de l'Empire byzantin sur une autre chaîne. Les vêpres sont un événement ponctuel dans la grande géopolitique de la Méditerranée médiévale, ainsi que, disons, le glorieux chant du cygne de la diplomatie de la Rome orientale. Elles n'arrivent pas par hasard, en temps et en lieu. Elles sont la conséquence du conflit des empires. Elles ne sont ni une naissance, ni une mort, c'est juste un instantané des politiques qui sont en action à cette époque. Et encore que, comme beaucoup d'événements, il ne faut pas forcément sous-estimer la portée, on va dire, à long terme, portée qui est sans doute, peut-être, je ne sais pas le terme, mais on va dire sans doute supérieure à certains événements de grande ampleur, tout en accouchant aussi d'une part de mythe, et d'un oubli dans la plupart des esprits contemporains. Je pense que les vêpres siciliennes n'évoquent pas forcément grand-chose pour la plupart des gens. Je trouvais donc que cela rentrait sans forcer dans ce que je souhaite proposer, un événement peu connu, important, dans un cadre étendu, permettant peut-être, si le livre le veut bien, d'aborder de multiples facettes de l'histoire de la fin du XIIIe en Méditerranée. Voilà, je me suis donc dit que ça pouvait être encore une fois une autre façon de procéder et d'intéresser les gens à quelque chose de particulier. La prochaine sera peut-être pareille, peut-être tout à fait différente selon l'envie et ce que je veux partager. Enfin, je triche un peu parce que moi je connais le programme à venir, mais je ne le dévoile pas, nous verrons bien. Venons-en pour commencer, on commence toujours par ça, par l'auteur et le contexte. Alors, permettez-moi de changer l'image, juste une seconde. L'auteur, donc Stephen Runciman, qui est de son nom complet Sir James Cochrane Stevenson Runciman, c'est un historien britannique qui a fortement marqué de son empreinte le XXe puisqu'il est né en 1903 et il est mort en 2000. Donc il parcourt tout le XXe siècle. C'est un petit peu comme Norwich, hein, John Julius Norwich, dont on avait parlé il y a peu avec Skyros et Baito. Il est un fils de l'establishment politique du temps, parlementaire et noble, qui fait ses études à Eton puis à Cambridge, où il est d'ailleurs un excellent ami d'Orwell. Et donc très riche, il est en mesure de prendre sa retraite dès 1938, donc à 35 ans, menant, comme il l'entend, une carrière de voyageur et d'enseignant quand l'envie lui prend. Incontestable érudit et polyglotte, il publie un nombre important d'ouvrages, dont une monumentale histoire des croisades, qui est un chef-d'œuvre d'histoire narrative sans doute obsolète, comme peut l'être l'œuvre francophone de Grousset, qui serait un petit peu son pendant sur ce pan d'histoire-là. Obsolète donc par ses biais, obsolète par l'absence de certaines données, mais finalement aussi indépassable par sa masse et par son style. C'est en tout cas ce qu'en disent ceux qui aujourd'hui le critiquent, comme ils critiquent Grousset, à juste titre ou non, peu importe. Il faut aussi parfois savoir décerner des lauriers à nos anciens. Son travail se concentre en grande partie sur Byzance, et son livre présenté ici, il est publié pour la première fois en 1958. Voilà. Venons-en maintenant au contexte historique qui préside aux propos. Comme d'habitude, j'essayerai dans la mesure de mes modestes moyens d'être clair dans les développements et intelligible dans mes paroles. Mais il faut bien comprendre que l'événement lui-même, révolte populaire d'ampleur limitée à la Sicile,
se place dans un cadre méditerranéen complexe, mouvant, et qui peut être inaudible pour les plus complets néophytes, alors qu'il va accoucher de transformations assez durables dans le sud de la péninsule et la Méditerranée. Donc je vais essayer d'être le plus clair possible, il n'empêche que peut-être que ce sera indigeste pour certains. Bonsoir Ben Sira, salut à toi. Donc les vêpres siciliennes, terme forgé au XVe, se placent à l'intersection de plusieurs antagonismes. D'abord, celui des Guelfes, les partisans du pape, et des Gibelins, les partisans de l'empereur, au sein de la péninsule italienne largement. Ensuite, celui des Français et de l'Empire. C'est au sens large, peu importe, hein, on passera sur les anachronismes, vous comprendrez. Je vous mets l'Empire ici. En effet, sans remonter trop loin et en brossant cela à grands traits, les Hohenstaufen règnent sur le royaume de Sicile depuis 1194. Et en 1258, c'est Manfred Hohenstaufen qui monte sur le trône tout en étant excommunié par le pape Alexandre IV. Je développerai tout ça. En 1266, Charles d'Anjou, qui est le frère de Saint-Louis, est investi du royaume par le pape et part à sa conquête, croisade contre un souverain excommunié. Manfred est massacré sur place sans pitié à Bénévent en 1266, avant que son neveu Conradin ne soit vaincu puis décapité sans plus de pitié en 1268. La conquête française, sanglante certes, peu importe comme toutes les conquêtes, son administration rigoureuse, tout ça fonde un nouveau royaume angevin. Mais on en avait parlé, l'ambition de Charles Ier d'Anjou, Charles Ier de Sicile, peu importe, ne s'arrête pas là. Roi de Jérusalem par achat, roi d'Albanie, prince d'Achaïe, en sus de sa conquête, il se tourne vers l'empire des Paléologues, vers l'empire romain d'Orient. Dans le même temps, le roi d'Aragon, Pierre III, qui est l'époux de Constance, qui était la fille de Manfred, lorgne sur la Sicile. Voilà. Voilà pour le contexte. On va développer. Une situation méditerranéenne forte, explosive, donc, et ceci alors que les Français, par le déclassement de Palerme, la méconnaissance des institutions, la fiscalité tatillonne, ne sont plus vraiment en odeur de sainteté parmi le peuple et la noblesse sicilienne. Voilà à grands traits le contexte dans lequel on se place. En quelques mots, on a compris qu'intervenait un monde géographique qui court de l'Espagne à la Turquie, donc de l'Aragon à l'Empire romain d'Orient, et du pouvoir temporel au spirituel, le pape, l'empereur. Tout ce qu'il faut pour une grande histoire. En tout cas, on l'espère. Commençons par la Sicile. La Sicile, objet historique et objet de convoitise, et par un avant-propos historique. On va pas remonter trop loin en abordant cette première de ces 5 parties du jour. Il y aura 5 parties dans cette présentation. Nous parlons de la Sicile du Guépard, hop, petite référence à un livre sur lequel nous reviendrons dans quelques semaines. Nous parlons de cette terre riche, de cette clé de la Méditerranée, de ce champ de bataille historique depuis plus de 2500 ans, terre de bataille des Grecs et des Phéniciens, des Grecs entre eux, des Romains et des Carthaginois, île de population grecque qui crut être paisible et jouir ad vitam aeternam de la Pax Romana sous un tranquille soleil. C'était sans compter sur les Vandales, sur Constantinople, et puis enfin sur la conquête arabe du IXe siècle, conquête qui va s'étaler sur 75 ans de résistance opiniâtre de l'Empire, d'eau à la mer. Après la vigne et l'olivier vinrent donc les oranges et les citrons. Un siècle et demi plus tard se présentèrent les Normands, bien résolus à s'approprier l'île, et la conquête fut le fruit finalement d'un bien maigre parti de chevaliers résolus. Ce qui explique que l'invasion, je vous mets la carte, excusez-moi, hop, voilà. Ce qui explique que l'invasion, comme c'est écrit sur la carte, méthodique, prit là encore 30 ans, jusqu'en 1090. La carte dit 1061-1091, on arrondira à une année, peu importe. Dès lors, la Sicile devient un acteur majeur du monde européen, et Roger de Borsa, normand, se fait couronner roi en 1130. Royaume prospère, royaume étrange, syncrétisme de la féodalité occidentale et du cérémonial oriental, syncrétisme des langues, normand de la cour, grec ou italien de la population. Alors vous me passerez le terme italien impropre à une langue qui n'existe pas encore, mais idiome sicilien si vous souhaitez. Syncrétisme juridique des lois grecques et arabes. Il semble que cette époque soit le second âge d'or sicilien après la Pax Romana. Il semble qu'il était possible de faire cohabiter, par l'exemple, correctement, les différentes communautés y vivant sous la direction d'un pouvoir ferme. La période normande, elle se clôt en 1189, avec la mort de Guillaume de Lebon, sans héritier mâle.
Son héritière, qui est sa tante, en l'occurrence, était mariée au fils aîné de Frédéric Barberousse, Henri de Hohenstaufen. Refusant la prise de pouvoir d'un teuton et accessoirement, et j'ai envie de dire surtout d'un pouvoir éloigné géographiquement et donc dans ses préoccupations, la Sicile, le royaume de Sicile, disons, se choisit pour mettre Tancrède, petit-fils illégitime de Roger II et comte de Lecce. À sa mort, qui intervient assez rapidement en 1194, et devant l'offensive d'Henri, qui est maintenant devenu empereur, le royaume de Sicile capitule, les barons normands sont massacrés, et le dernier roi, qui est un enfant de 10 ans, est éborgné et castré avant de disparaître en Allemagne dans des circonstances inconnues. J'avais regardé à l'époque ce qu'il en était. Effectivement, j'ai pas pu trouver grand-chose, et il semblerait bien qu'il ait disparu dans des circonstances totalement méconnues. En tout cas, sans certitude. Henri, donc Henri de Hohenstaufen, est couronné en même temps que naît le fils inespéré d'une femme de 40 ans après 9 ans de mariage, qui sera Frédéric, celui qu'on appelle, peut-être que vous le savez, le Stupor Mundi. La mort de l'empereur en 1197, suivie très vite par sa femme, ouvre une période de profonde instabilité, clôturée par l'accession à la majorité de Frédéric en 1208, donc empereur du Saint-Empire romain germanique et roi de Sicile, devenu fatalement un empereur bien lointain et faisant de la Sicile et de la terre d'Italie du Sud une terre périphérique embourbée dans les conflits de son suzerain, malgré l'intérêt réel qu'il portait à sa terre d'enfance et à sa présence récurrente en Italie. Ceci étant, faire de Frédéric II, né et mort en Italie, hein, c'est vrai, faire de Frédéric II un homme de ce seul pays, c'est oublier que ses prérogatives impériales tournaient aussi ses préoccupations ailleurs que dans la patrie qu'il aimait. Voilà pourquoi on en arrive, en deuxième point, à la mort de Frédéric II et à son héritage. Hop, Frédéric II. Donc Frédéric II de Hohenstaufen, qui est empereur réellement, alors vous êtes roi des Romains, empereur, on y reviendra peu importe, hein, mais qui est empereur réellement à partir de 1220 en terre allemande et roi méridional en Italie, avait su perpétuer, c'est une tradition, l'inextinguible conflit de la mitre et de l'épée, de l'universel pouvoir spirituel contre le pouvoir temporel qu'il incarnait lui-même. Je vous ai mis aussi la sixième croisade, qui est celle de Frédéric II. C'est pas forcément le lieu pour développer ça, donc on va aller très vite, mais le conflit de la papauté et de l'Empire trouve ses origines dans la querelle des investitures au XIe, c'est-à-dire l'investiture temporelle ou spirituelle des évêques dans le Saint-Empire. Les 200 ans de conflit entre papauté et empire mériteraient forcément un exposé, mais ça n'est pas le lieu. En attendant, refusant de séparer son héritage paternel, l'Empire, de son héritage maternel, le royaume de Sicile, mélange des genres contre lequel la papauté était furieusement hostile, Frédéric avait réussi le tour de force d'être excommunié pour ne pas avoir rempli sa promesse de partir en croisade, puis une fois parti en Terre Sainte, il va rendre Jérusalem de façon éphémère aux chrétiens, d'être excommunié à son retour pour y avoir participé en étant excommunié. Son étendue territoriale, l'étendue territoriale disons de son pouvoir, cachait des faiblesses profondes. Ce pouvoir en Allemagne ne se maintenait qu'en faisant de nouvelles concessions, et c'est sous son règne que fut définitivement fixée la séparation entre le pouvoir gibelin impérial et guelfe papal en Italie, transformant le pays en la botte, en un inexpiable terrain d'antagonisme politique, réduisant d'autant son pouvoir réel, puisque vous avez des factions qui se créent, élargissant aussi la distorsion entre la multiplicité de ses titres et la faiblesse réelle de son armée. Et ce alors que son intérêt, le royaume de Sicile et la réalité de Saint-Empire l'empêchaient de pleinement se consacrer aux deux. Je vous ai mis, alors je suis désolé, la dimension de la carte rend la lecture difficile, mais voilà, c'est le Saint-Empire tel que vous le connaissez. En 1250 en l'occurrence. Finalement, la papauté dépendait moins que l'Empire de la tête sous la couronne. Elle était soigneusement conçue pour atteindre directement les hommes, lorsque l'Empire était une notion finalement vague, qui ne pouvait prendre corps que par la puissance de son titulaire. Forcément, sa matérialité allait se désagréger au fil des siècles, comme d'ailleurs Byzance, et probablement comme tout État, disons, supranational jusqu'à une époque récente où peut-être qu'il est revenu à la mode, mais en tout cas, sa déliquescence était presque écrite. Bref, c'est pas le centre du sujet. Frédéric II est un personnage très intéressant qui mériterait une étude ici un jour par moi ou par n'importe qui. Il meurt de dysenterie en 1250 dans le sud de l'Italie sans avoir pu réaliser quoi que ce soit pour enrayer la marche de l'histoire.
Donc quelle était la situation matrimoniale à sa mort, puisqu'on est en 1250 et vous vous rendez bien compte qu'on se rapproche petit à petit des événements dont nous allons parler. Frédéric II, il avait eu un premier fils de sa femme Constance d'Aragon, Henri II de Souabe, qui avait été fait roi des Romains, gestionnaire de l'Allemagne de fait donc, et avec lequel son père s'entendait très mal. Il va finir par se révolter contre son père, il va être emprisonné et il va mourir en 1242, peut-être d'un suicide, et il va mourir sans enfant survivant parmi ses deux fils. En seconde noces, l'empereur va épouser Isabelle de Brienne, qui va lui donner un fils Conrad. Et enfin, il eut d'Isabelle d'Angleterre un dernier fils, Henri, mais je crois qu'il meurt, nourrisson. Et il a eu aussi plusieurs enfants illégitimes, dont Manfred, dont nous allons reparler. À sa mort, fatalement, c'est l'aîné survivant, donc Conrad IV de Hohenstaufen, roi des Romains, qui est fait roi de Sicile. En plus de son titre de roi des Romains. Et très vite, en tout cas dès que l'Allemagne est à peu près tenue, le roi des Romains descend en Italie. Et bien entendu, cela se termine en 1254 par une excommunication et la reprise du conflit avec la papauté. Et alors que tout s'annonce bien pour les Germaniques, qui sont en train un petit peu de triompher dans la péninsule, Conrad IV est pris de fièvre et meurt à 26 ans à peine de dysenterie dans le sud de l'Italie lui aussi. Alors on accusa son demi-frère Manfred, mais vu certaines circonstances et les intérêts de chacun, c'est peu probable. Sale temps pour les ennemis du pape, donc il ne restait en droite ligne que le fils de Conrad, Conradin, qui est à l'époque un bambin de 2 ans. Et finalement, devant le danger d'un pape qui souhaite s'arroger pour lui-même la couronne de Sicile, ou en tout cas pour la redistribuer, Manfred entre en rébellion, Manfred, donc le fils illégitime de Frédéric, rejoint toutes les troupes germaniques, choquées par l'irrespect de la légitime prétention au trône de Conradin, mise aux oubliettes par le pape, et finalement vainqueur du parti papal et bien entendu excommunié dans la tradition familiale. Manfred est d'abord régent du royaume au nom de son neveu, puis, alors conséquence de rumeurs sur la mort de l'enfant dont il va se servir, il se fait couronner roi de Sicile en 1258. Il est un roi de 26 ans, séduisant, brillant, et il acte, à partir de son règne, la séparation définitive des destins de l'Allemagne et du sud de l'Italie. Sans que l'on sache d'ailleurs la part de volonté, de mensonge ou de nécessité dans sa prise de pouvoir. Quels étaient vraiment l'état de ces rumeurs de la mort de Conradin, qui n'était absolument pas mort, en quoi ça lui a servi, quelle est sa part de bonne foi, de mauvaise foi, on ne le saura jamais, et de toute façon c'est assez peu important, puisque de mauvaises actions peuvent être bien intentionnées, et vice-versa. Sa politique italienne, assez bien pensée, le conduit à étendre son pouvoir sur presque toute la péninsule, surtout au travers d'affiliés, de barons fidèles et de communes redevables comme Sienne, s'appuyant bien entendu largement sur le parti opposé au pape, sur le parti gibelin. Sienne étant une grande ville des Gibelins. Mais comme tout bon roi de Sicile, il n'est ni le premier ni le dernier, sa politique n'est pas qu'italienne. Les rois normands avaient toujours eu un œil sur l'Adriatique, on en avait parlé lors d'une foire au livre sur Alexis Comnène, et on avait aussi abordé le sujet en parlant des derniers siècles de Byzance, on y reviendra. Manfred était plutôt bien disposé envers les Sarrasins d'Afrique du Nord, et donc il se tourna bientôt vers l'Épire. On sait qu'à l'époque où l'on parle, l'empire de Nicée est en pleine extension, va regagner Constantinople, ce sera fait en 1261, et poursuit la lutte, sous le premier paléologue, contre le despotat d'Épire de Michel II. Hop. Donnez-moi l'empire à peu près à cette époque. Traditionnellement, les Hohenstaufen avaient été proches de l'empire de Nicée, dans l'hostilité commune au pape, qui était le protecteur de l'empire latin de Constantinople. Pour Manfred Ier, se présenter en champion contre les Nicéens, couper l'herbe sous le pied du pape, en le faisant, eh bien quelque part, le héros de la chrétienté catholique contre les schismatiques en passe de reprendre Constantinople, ce qui sera fait en juillet 1261, comme on l'a dit. J'en avais parlé dans la tier list aussi des empereurs, hein, de cette reprise de la ville, qui est un peu le fruit du hasard au passage du général Alexis Strategopoulos. En plus, pour revenir à Manfred, cela lui permettait de mettre la main sur la côte est de l'Adriatique. Donc se mariant avec la fille de Michel II, le despote d'Épire, il obtient l'île de Corfou, mais aussi quelques places fortes côtières.
Le calcul en l'espèce du despote était que vaincre les Nicéens lui permettrait de gagner des terres à l'est et d'en abandonner à l'ouest au roi de Sicile sans dommage. Malheureusement, pour Manfred, les forces du despote, de Guillaume d'Achaïe et les 400 chevaliers allemands de Manfred sont ratiboisés à Pélagonia en 1259 par les troupes de Michel Paléologue. Alors, on va pas s'apesantir sur une bataille dont on a déjà parlé, d'autant plus que les récits en sont assez confus, mais c'est une grande défaite et un important tournant dans la politique méditerranéenne. C'est la prévalence de l'Empire de Nicée qui est actée, la réoccupation de la Grèce, en tout cas de la majeure partie de la Grèce, et la réémergence d'un acteur majeur pour 200 ans entériné au même moment par la reprise de Constantinople. Enfin, acteur majeur, d'un point de vue, vous me comprenez, politico-militaire pendant une centaine d'années, puis ça reste ensuite une présence majeure en termes de diplomatie ou de symbole. Donc de ce strict point de vue, la politique de Manfred était un échec. Un échec de terrain, mais une possible réussite politique. Représentant le dernier espoir de venger l'Empire latin, il était peu probable que le pape s'opposasse à lui. C'était un mauvais calcul, c'était sans compter sur plus d'un siècle d'antagonisme. La résolution de la question sicilienne, du royaume de Sicile, était à un point de non-retour dans lequel le sort d'une Constantinople déjà tombée ne comptait plus. Le pape élu en 1261, patriarche de Jérusalem qui se trouvait à Rome par hasard des affaires pontificales, était de plus un personnage tout à fait apte à enterrer la réconciliation. Urbain IV, homme intelligent, homme énergique, bien que déjà vieux, hein, comme la plupart des papes élus à cette époque, il était surtout un homme français, ce qui aura un impact important. Pour le moment, il se contente de prendre des mesures contre un Manfred au fait de sa puissance, des deux côtés de l'Adriatique, et maintenant nanti en sus d'une alliance avec le roi d'Aragon, dont le fils venait d'être marié à sa fille. Manfred, homme somme toute brillant mais dissipé, laissa le pape renforcer sa position par l'élection de nouveaux cardinaux proches et la récupération de ses domaines, tout en nouant des relations avec les partis d'opposants dans les cités italiennes. À Rome, en tout cas à Viterbo, à Orvieto, où siégeait une papauté dont le pouvoir n'était souvent pas assez assuré pour s'installer dans l'arène des villes. On considérait à Rome, à la cour du pape, que puisque l'on avait concédé les terres d'Italie du Sud aux Normands et à personne d'autre depuis, ces terres relevaient d'une vassalité non respectée que l'on pouvait démettre, même si il y avait loin de l'intention à la réalité et qu'il allait falloir trouver l'épée pour trancher la tête du félon. Je me permets, comme d'habitude, de faire une toute petite pause boisson, vous m'en excuserez. Donc, on en vient à l'appel aux souverains européens. Parce que cette réalité, plutôt cette volonté, réalité en devenir, puisque nous connaissons, nous, la suite de l'histoire, ne pouvait passer que par l'intervention d'un prince puissant. En fait, les tractations papales duraient depuis longtemps, depuis avant même l'accession au trône de Manfred, et tournaient autour de deux options. Le royaume d'Angleterre, le fils d'Henri III, et le royaume de France, le frère de Louis IX, Charles d'Anjou. Donc comme vous vous en doutez, on aura de multiples péripéties, sur lequel le livre, comme n'importe quel site internet, enfin, remarquez, je ne sais pas s'il rentre autant dans ces détails, mais en tout cas sur lequel le livre revient. Et le parti anglais aura d'abord la faveur papale, le roi d'Angleterre troquant ainsi une guerre sainte en Orient contre une guerre sainte en Italie, avec l'accord français de ne pas s'y opposer, sauf que dans les faits, le royaume d'Angleterre est tout à fait incapable de supporter les frais engagés, et qu'en dehors du roi, aucun personnage de la société ne consent aux taxes nécessaires dans une société anglaise de la Grande Charte, où les puissants ont un pouvoir important. La question sicilienne en Angleterre se retrouvait maintenant dans la question plus large de la relation entre le roi et ses barons. Henri III, c'est le fils de Jean sans Terre, hein, donc comme j'ai dit, le roi de la Grande Charte. Et finalement, tout cela n'aboutit à rien. Enfin si, ça aboutit à la seconde guerre des barons, à la capture du roi, à la régence de Simon de Montfort, et puis à la guerre qui sera finalement gagnée par le camp royal, mais ça c'est une autre histoire dans notre histoire. Allons à l'essentiel. Urbain IV avait maintenant une vision claire de son candidat, une vision presque forcée même. Un compatriote. Ça ne veut pas dire que les cartes étaient entre ses mains, puisque le roi de France, Saint-Louis,
y avait toujours été défavorable jusqu'à présent. Mais le pape n'avait pas d'autre choix avec une Angleterre hors jeu, un Aragon allié de la Sicile et une Castille peu en cours, dirons-nous, auprès de la papauté de par ses ambitions, j'allais dire impériales, c'est pas le cas, mais territoriales qui passaient notamment par pas mal d'ingérences en Italie du Nord. Saint-Louis espérait encore une réconciliation entre Manfred et le pape, et penchait lui pour une action tournée vers l'outre-mer, plus en lien avec ses aspirations personnelles. En fait, c'est un jeu politique complexe qui va se dérouler. Le pape va continuer les tractations avec Manfred au cas où, espérant toujours de le voir aller reprendre Constantinople, tout en fixant des conditions léonines que ce dernier ne pouvait accepter. Et dans le même temps, les discussions continuèrent avec le roi de France, en lui soumettant notamment l'idée que la croisade qu'il envisageait serait forcément facilitée par un roi de Sicile plus conciliant, un homme de sa famille. On voit bien la position de ce royaume méridional et à quel point elle favoriserait une croisade si le roi de France pouvait y bénéficier d'un appui puissant. Finalement, Charles d'Anjou fut autorisé par son frère à entamer des pourparlers et le pape se résolut à un comportement plus amical envers l'Empire byzantin dans l'optique déjà envisagée du rapprochement des églises. Bon, on passe bien entendu sur la réalité du jeu diplomatique qui est fait de manœuvres tortueuses et autres lettres interceptées. Le résultat est là. Charles d'Anjou s'empressa d'accepter les conditions papales, accordant notamment le fait de ne pas revendiquer les terres du nord de l'Italie, accordant un hommage féodal au Saint-Siège, l'absence de voix aux nominations ecclésiastiques, l'absence d'impôts sur le clergé, un tribut annuel et la fourniture de chevaliers. Bref, le Saint-Siège avait la main mise, accordant en contrepartie notamment le veto à la nomination de Conradin, qui est encore l'héritier impérial, au trône de roi des Romains ou d'empereur. Charles d'Anjou, il faut peut-être le présenter, on va dire, très rapidement. Donc Charles d'Anjou qui est je crois que c'est le 6e frère, j'ai pas le compte, 5e ou 6e frère de Saint-Louis, je crois, hein, c'est le 5e ou le 6e, mais ça n'est pas le moins possessionné. Il est comte d'Anjou et de Maine par son père, et la mort aussi de deux de ses frères, comte de Provence par sa femme. Né à titre posthume, soldat et croisé, administrateur, il est un prince sans aucun doute pieux, mais il est surtout un homme ambitieux. Et ce projet tombe à point nommé pour lui. Il vient à ce moment-là où le pape, lui propose et où son frère finalement accepte. Il vient de soumettre la Provence, qui s'était révoltée contre lui pour la 3e fois, amalgame de méridionaux mécontents et de communes impériales libres sur le modèle italien, comme Marseille par exemple, à laquelle il fit démanteler les fortifications, pacification de la Provence qui sera cette fois définitive. Il avait acquis un nombre important de territoires frontaliers dans les Alpes, et il avait maintenant un nouveau terrain de chasse pour ses ambitions frustrées. Le pape devait se méfier d'un homme aussi vigoureux, malin et ambitieux, mais il n'avait pas d'autre plan pour se débarrasser des Allemands. Pourtant, la domination française ne pouvait être vraiment différente dans sa nature. Je vous ai mis la carte alors. Sur cette carte, il manque la Provence, hein, qui est une terre impériale à l'époque. Et vous avez le comté d'Anjou et au-dessus le comté de Maine. Donc venons-en à l'invasion, deuxième de ces 5 parties. Je vous rassure, elles n'auront pas toutes la même dimension. Donc commençons l'invasion par l'invasion angevine strictement dite. Donc l'accord, une fois conclu en 1263 avec le pape, il devient immédiatement caduc puisque, pour damer le pion aux gibelins de Rome, un parti guelfe les chasse et élit par l'intrigue Charles le poste de sénateur de Rome donc, fonction principale de la métropole, en désaccord complet avec le traité disposant que ce dernier ne pouvait normalement exercer la moindre fonction dans une ville de l'Empire. Urbain IV se retrouve devant un dilemme qu'il ne peut trancher. Profitant de la progression continuelle de Manfred en Italie, qui étouffe peu à peu le souverain pontife et ses soutiens, Charles fait réviser les conditions du traité à son avantage, supprime toutes les conditions restrictives et assure ainsi son indépendance, son héritage et d'éventuelles ambitions impériales. Qui sait ? Le pape Urbain IV était littéralement rongé par l'anxiété et on peut dire qu'il est quasiment mort d'inquiétude au sens le plus strict en octobre 1264. Au contraire de Charles qui continuait ses préparatifs et se faisait des alliés dans l'Italie du Nord. Manfred, de son côté, mit à profit cet interrègne pontifical pour ne rien faire et ne pas effrayer le conclave. Grave erreur.
Erreur, puisqu'en février 1265, c'est le cardinal de Sabine qui est élu, Clément IV, aussi français que le précédent, et qui compte bien poursuivre la politique entamée. Devant l'urgence de la situation romaine, la ville est en état de quasi-guerre civile, notre Charles d'Anjou s'embarque en mai 1265 avec 1500 hommes, et il débarque à Ostie, le port de Rome, le 21 mai. Ce qui ne semble pas inquiéter outre mesure le roué Manfred. Après tout, son ennemi est venu de lui-même s'enfermer en cage. Une cage plaisante parce que l'accueil des Romains est plus que favorable et que le vent diplomatique commence à tourner. Les anciens alliés italiens de Manfred commençant un petit peu à, on va dire, tourner kazakh devant l'inactivité de ce dernier et la présence française. Rome sauvée, restait encore le vrai problème pour Charles d'Anjou, c'est-à-dire attaquer l'ennemi chez lui. Vrai problème financier surtout, qui explique que la campagne finalement mis des mois à se lancer, le temps de soutirer l'argent partout où on le pouvait. Je passe sur les diverses mesures prises et les tractations que cela entraîna. À la limite, non pas que ce soit du détail, mais on va pas alourdir plus que ça le récit. L'armée, qui se mit en marche de Lyon en octobre 1265 pour rejoindre Charles, devait être assez importante. Sans connaissance des chiffres exacts, puisque l'auteur, donc Runciman, parle d'un chiffre de 26 000 hommes comme très exagéré, ce qui semble effectivement corroboré par les sources. Je veux dire, les textes du temps donnent 26 000 hommes, ce qui est sans doute beaucoup trop, et beaucoup plus que ça n'était réellement, vu que la bataille de Bénévent, dont on parlera par la suite, verra à peu près 12 000 hommes engagés par Charles. Donc on a sans doute un peu moins de 15 000 hommes qui partent du royaume de France vers le sud de l'Italie, comprenant sa part de grands féodaux. Malgré les craintes, malgré, on va dire, le maelstrom des alliances politiques et des faveurs plus ou moins pro-papales ou allemandes, la traversée de l'Italie se fit absolument sans encombre, et l'armée de Charles d'Anjou se présenta à Rome en janvier 1266, mois d'ailleurs où Charles d'Anjou était couronné officiellement roi de Sicile à Rome. Pour des raisons toujours financières, la guerre est malheureusement sous-tendue par toutes ces conditions de finances et d'économie. Donc pour des raisons financières, il fallait en finir vite. Et l'idée de frapper en plein hiver, rapidité et surprise, se fit jour rapidement au sein du conseil de Charles d'Anjou. Le 20 janvier, les Angevins se lancent à la conquête du royaume. Les manœuvres de Charles vont totalement désarçonner Manfred, prenant toutes les forteresses à une vitesse inattendue. L'Angevin traverse les collines samnites pour venir se présenter devant Bénévent, débordant le roi allemand par le flanc droit. Dès le 25 février, l'armée d'Anjou est devant Bénévent au prix d'une avancée qui les a mis sur les rotules, et ils trouvent devant la ville l'entièreté de l'armée du roi de Sicile, occupant d'une position favorable derrière la rivière Calore. Mais on pourrait croire donc que la position est délicate, mais de son côté, Manfred est encore plus pressé. Je vous mets, hop, une représentation de la bataille de Bénévent, nul besoin de détailler les divers éclus que vous voyez, je pense que vous comprenez très bien. Donc de son côté, je disais, Manfred est encore plus pressé. Il doute de ses sujets devant tous les ralliements qui ont eu lieu à Charles d'Anjou, devant aussi notamment la faible résistance des garnisons sur sa route, et donc il décide de lancer la bataille. Là, je vous ai mis, c'est l'armée de Frédéric II en 1250 à peu près. Elle n'a pas dû beaucoup varier au temps de Manfred, à peine une quinzaine d'années après. Donc, au matin du 26 février 1266, les deux armées se font face. Manfred, de son côté, peut compter sur à peu près 14 000 hommes hétéroclites. On a devant 10 000 archers et soldats d'infanterie sarrasins. Il y a énormément encore de sarrasins, vous le voyez sur l'image, mais ce sont effectivement les sarrasins de Lucera. Il y en a encore beaucoup en Italie du Sud à cette époque. Donc 10 000 hommes d'infanterie sarrasins qui forment la première ligne. Derrière eux se tiennent les meilleures troupes, 1200 chevaliers allemands. Viennent ensuite les 1500 cavaliers italiens et sarrasins, puis en réserve les barons italo-normands de Manfred, une troupe d'environ 1400 hommes dans lesquels il n'avait aucune confiance. On dirait Dieudonné, lequel au milieu Dieudonné jeune alors. Aujourd'hui, je pense que Dieudonné, il rentre plus dans les frusques. En face, donc, une légère infériorité numérique, mais un terrain en pente douce, et des troupes homogènes pour Charles d'Anjou, qui avait placé ses fantassins et arbalétriers en première ligne,
suivi des chevaliers provençaux, de ceux du centre de la France, sous son commandement personnel, accompagné de quelques troupes guelfes italiennes, puis enfin de ceux du nord de la France. 12 000 hommes en tout, comme j'ai dit. Allez, changeons d'image, comme ça il n'y aura plus Dieudonné. Bon, ça, c'est juste une représentation d'une bataille à Montapertine, une grande bataille entre guelfes et gibelins de Sienne et de Florence. Donc la bataille va commencer par une charge de l'infanterie sarrasine qui va bousculer les troupes de Charles, sans que l'on sache si ils ont agi sur ordre ou de leur propre initiative. Cependant, ils vont rapidement être balayés par les chevaliers provençaux. Là encore, les Provençaux vont se retrouver à leur tour repoussés par le puissant second corps de chevaliers allemands, bien plus lourds. Alors la légende de la bataille dit qu'ils semblaient invulnérables jusqu'à ce que l'on découvre aux aisselles le point faible de leur armure de plaque, et finalement coincés dans un corps à corps de proximité qui va défavoriser leur épée longue, les chevaliers allemands vont finir par être balayés. Et le temps pris par l'armée de Manfred pour traverser l'unique pont sur la rivière derrière laquelle il se trouvait va jouer contre lui, puisque le second corps à cheval allemand, enfin les cavaliers italiens et sarrasins, va se retrouver aux prises avec les Français vainqueurs qui vont engager la totalité de leurs troupes. Ils vont résister assez peu, et le corps de réserve de Manfred, celui dans lequel il avait le moins confiance, va l'abandonner. Manfred aurait pu fuir avec sa garde, mais bon sang ne saurait mentir, et il va se jeter dans la mêlée et il finit massacré à 34 ans. Il est probable que 12 000 des 14 000 hommes de Manfred vont laisser leur vie dans la bataille. Et dès le 7 mars, Charles d'Anjou va faire son entrée solennelle dans Naples. L'ancien royaume se désagrégea devant le nouveau. Sa disparition se fit sans bruit et l'Italie du Sud comme la Sicile se soumirent sans difficulté. Je vous mets, le royaume de Sicile. Charles fut magnanime, avec les hommes et avec les villes. Seules la femme et les descendants de Manfred, excepté sa fille, connurent l'emprisonnement jusqu'à la mort. Fille qui était déjà partie au royaume d'Aragon. En fait, c'est l'ordre et la justice qui s'installent, à l'inverse des spoliations provençales, j'allais dire spoliation provençale, mais spoliation du royaume de France lors de la croisade des Albigeois. Pour autant, dès son établissement, le régime n'était pas populaire. Il est difficile d'être austère en Italie, difficile aussi d'y faire payer régulièrement l'impôt, et finalement, les sujets avaient troqué un mauvais chrétien débonnaire contre un pieux administrateur. Il est certain qu'on manquait déjà d'huile dans les rouages. Donc après l'invasion angevine à proprement parler, vient Conradin. Le pape ne conservait son amitié à Charles que parce que la situation à Rome était incontrôlable sans lui, dans une ville déjà retombée sous l'emprise des Gibelins. Et très vite, encore plus vite que Manfred finalement, Charles profita de l'appel d'air créé par la mort de son concurrent et l'effondrement du parti gibelin qui s'ensuit pour faire main basse sur presque toute l'Italie, en son nom ou surtout en celui de seigneurs alliés. Finalement, le péril était le même, mais le pape n'avait pas le choix. Devant le danger gibelin, il fait appel à Charles pour intervenir en Toscane, et le 18 avril 1267, les troupes angevines entraient dans Florence, dans laquelle Charles se présenta lui-même. On voit donc à quel point il est déjà impliqué dans la politique italienne très rapidement. Le danger vint en fait du nord pour lui. Pressé par l'appel des gibelins italiens à l'agonie, eux n'avaient pas oublié qu'il restait un Hohenstaufen, Conradin, le fils dépossédé de Conrad IV, maintenant âgé de 15 ans. Je vous ai mis à l'image Conradin. Petit à petit, les anciens compagnons de Manfred vont fuir l'Italie, et il parvient à réunir une armée, malgré les menaces d'excommunication papale, menaces qui ne représentent pas grand-chose dans la famille Hohenstaufen, où l'excommunication était une tradition. Donc tandis qu'en septembre 1267, le jeune homme commence à faire marcher ses troupes par le nord, la Sicile est mise en révolte par ses agents, de même que la ville de Rome choisit de soutenir l'allemand. La situation devient critique pour Charles d'Anjou, avec une révolte qui commence à se propager en Calabre, et ce alors qu'il est occupé à méthodiquement détruire le pouvoir gibelin en Toscane. La petite armée de Conradin, pas plus de 4000 hommes, des hommes de ses fiefs et quelques Italiens, patienta quelques mois à Vérone, qui est le centre du pouvoir gibelin du nord de l'Italie, avant de se mettre en marche vers le sud,
alors que Charles de son côté se retirait sur ses terres pour mettre fin aux révoltes. Arrivé à Pise en avril 1268, Conradin voyait affluer hommes et or. Il fit le tour des villes amies et descendit vers Rome, dans laquelle il arriva le 24 juillet de la même année en jeune héros. Il va quitter la ville à la tête de quelques 6000 hommes. Il va partir va chercher le choc de l'adversaire qu'il va trouver. Je vous mets l'image. Le 23 août 1268, dans les Abruzzes, plus précisément à quelques kilomètres de Tagliacozzo, dans la plaine de Scourcola, donc c'est la bataille de Tagliacozzo. Exactement comme dans la bataille de Bénévent 2 ans avant, les troupes étaient divisées en 3 corps. Le premier corps, du côté allemand, était commandé par Henri de Castille, sénateur de Rome, 4e fils de Ferdinand III de Castille, et comptait la cavalerie espagnole et les troupes gibelines de Rome. Le second corps était composé des troupes gibelines de l'Italie du Nord, et le troisième comportait les troupes allemandes de Conradin et de son ami proche venu avec lui, Frédéric de Bade. En face, les troupes de Charles d'Anjou, donc de 3 à 5 000 hommes, donc moins nombreuses, mais formées de vétérans et de gens qui se connaissaient depuis longtemps et qui avaient maintenant quelques expériences de campagne. Le premier corps devant comportait les guelfes italiens et les chevaliers provençaux, et le deuxième corps était constitué des troupes françaises sous le maréchal de France Henri de Couzance. Ça ne correspond pas à l'image, mais moi c'est ce que j'ai lu partout au niveau du récit de la bataille. C'est-à-dire qu'il n'est pas Henri de Couzance ne dirige pas le premier corps mais le second. À la limite, peu importe. Le vrai... en plus de ça, il est important de savoir que Henri de Couzance était vêtu du surcroît royal et il avait l'étendard du roi pour faire croire qu'il était le corps de réserve. Voilà pourquoi on le met plutôt en second qu'en premier. Mais il n'empêche que le vrai corps de réserve, 1 millier de chevaliers sous le commandement de Charles d'Anjou, était porté en arrière et caché de l'adversaire sur les conseils d'Érard de Valérie, qui était un vétéran des croisades. Et ce corps de réserve était composé pour moitié d'Angevins et pour l'autre moitié des chevaliers de Guillaume II de Villehardouin, le prince d'Achaïe. La bataille, comme on le voit sur le petit plan là, va assez mal s'engager pour les Français. Ils vont être refoulés en première ligne et surtout pris de flanc par une manœuvre qui leur avait complètement échappé. Les 2 corps de l'armée vont se retrouver en mauvaise posture et le maréchal de Couzance est tué et l'étendard royal est pris. Sauf que, comme dans toutes les batailles, une fois la victoire acquise, les vainqueurs vont se débander pour donner la chasse aux fuyards et piller le camp ennemi. Charles attendit sur les conseils de ses hommes, en tout cas notamment des vétérans des croisades habitués à ces tactiques un petit peu originales. Il va attendre que les troupes allemandes soient complètement relâchées pour donner son corps d'élite, qui va balayer l'armée de Conradin et qui va forcer ce dernier à fuir vers Rome à bride abattue. La bataille, nonobstant tout ça, ne sera gagnée que durement lorsque les troupes lancées à la poursuite vont revenir se battre, mais ces troupes qui s'étaient lancées à la poursuite des fuyards reviennent épuisées et elles sont vaincues par leurs efforts précédents. La victoire donc pour Charles d'Anjou était acquise et indiscutable au prix de lourdes pertes de chaque côté. Conradin finira par être capturé par un seigneur local dans la campagne romaine, il sera emmené à Naples avec Frédéric de Bade. Charles était résolu cette fois à ne pas montrer la pitié qui avait manqué finalement son but après Bénévent. Il avait été magnanime et cela s'était retourné contre lui. Et si Henri de Castille, en tant que fils du roi de Castille, ne pouvait être mis à mort, il va rester quand même 20 ans enfermé. Les exécutions, par ailleurs, ne seront pas si nombreuses, mais le problème le plus épineux, il était posé par Conradin. On ne pouvait certes pas laisser vivre un Hohenstaufen, mais il fallait de réels arguments pour exécuter un prince prisonnier. Écho à la discussion rapide qu'on avait eue sur le tyrannicide la dernière fois avec Vaito Esquiros, le livre que j'avais présenté. Vous voyez qu'il y a toujours des réminiscences des travaux que l'on fait. Et donc finalement un procès fut tenu en bonne et due forme, dirons-nous, et Conradin et Frédéric furent condamnés à la décapitation. Le 29 octobre 1268, le jeune homme de 16 ans et quelques compagnons furent donc exécutés en place publique. Un événement, si vous trouvez ça, comment dirais-je, peut-être un petit peu corsé, sachez que c'est un événement qui fut, j'allais dire de tout temps, mais surtout à son époque, réprouvé, très largement, et qui ne procura pas au roi la paix qu'il pensait mériter. Il n'empêche que cette fois, le Saint-Empire et le sud de l'Italie étaient définitivement séparés. Il n'y avait
pensait-on du moins, plus personne pour réclamer la couronne de Charles. Donc c'est le moment de parler de cette troisième partie, le royaume angevin. Et d'abord, le roi en sa gloire. Charles de Sicile, changeons maintenant sa titulature, on peut se le permettre, était donc maître incontesté du terrain et du royaume. Il pouvait dignement fêter son second mariage avec Marguerite de Bourgogne, qui lui apportait de nouveaux domaines dans le centre de la France, et très vite, il redevint par ailleurs maître de Rome, dans laquelle il faisait son entrée en septembre 1268, et sur laquelle il maintint assez longtemps son autorité. Je vous ai mis ici une statue qui a été faite donc Charles d'Anjou, Charles de Sicile, peu importe, faite en 1277 et qui est considérée comme un des premiers portraits individuels réalistes de l'époque post-classique. Voilà. C'est une des premières de ce qui s'annoncera par la suite. Donc tout cela se faisait dans l'absence d'un pouvoir papal puisque le conclave ne pouvait réussir à déterminer un successeur au pape Clément, les cardinaux français bloquant l'accès au trône d'un Italien, et vice-versa. Il n'était pas prévu que l'actualité colle autant à ma présentation, hein. Je l'avoue que je n'avais pas anticipé la mort du pape François. On va parler beaucoup de papes décédés et de conclaves dans cette vidéo. J'y peux rien, ça n'était pas volontaire. De même qu'il n'y avait pas de pape à ce moment-là, il n'y avait plus d'empereur depuis 1250 et Frédéric II. Charles avait donc les mains libres pour agir à sa guise, dans une Italie où les Gibelins étaient en complète déconfiture, perdant leur bastion traditionnel comme Sienne, qui d'ailleurs ne s'en relèvera jamais. Toscane, Piémont, Lombardie sont en son pouvoir, disons, indirect, pouvoir fragile, mal accepté, entraînant une large défiance anti-française, et des menaces aussi extérieures, mais qui parvenaient, disons, bon an mal an, à se maintenir. Il ne s'agissait finalement que de s'immiscer dans la bien complexe politique des cités et barons italiens pour maintenir sa suprématie. Surtout que son royaume devait aussi être pacifié, notamment la Sicile, où les troubles qui ont été déclenchés par Conradin ne cessèrent qu'en 1270 même, après de durs combats sans pitié, et une répression qui, sans verser dans l'excès, fut, disons par euphémisme, méthodique et efficace, et donc peu appréciée des locaux. Travers compréhensible après les révoltes, les postes importants dans le royaume furent confiés à des Français de confiance. Agissant aussi dans une tout aussi méthodique légalité, le nouveau souverain considéra que le titre de roi de Sicile était vacant depuis 1245, date de la déposition par le pape de Frédéric II. Dès lors, toute propriété acquise depuis cette date devenait nulle. Et ce, vous en doutez bien, alors que l'usage administratif étant ce qu'il était, peu de grandes familles pouvaient produire de titres valablement enregistrés ou égarés depuis longtemps. Ces terres, donc ajoutées aux expropriations des rebelles, ces terres récupérées, donnaient une manne énorme à répartir pour le roi. L'auteur nous dit que 700 Français ou Provençaux reçurent des terres dans le royaume. Pour éviter en plus un exil de ces Français ou d'Italiens loin de leur nouveau domaine, toute terre d'un feudataire absent depuis un an pouvait être confisquée. Donc on voit que Charles d'Anjou assoit tout de suite son pouvoir de façon rigoureuse. Je vous ai mis une pièce du royaume angevin de cette époque-là. Je suis allé voir la cote par hasard et sachez que ça coûte 8000 €. Voilà. Donc si un jour vous en trouvez une, sachez que vous êtes l'heureux propriétaire d'une pièce qui vaut très cher. Donc l'administration territoriale fut réorganisée en matière de justice et d'impôts, et montrait une réelle efficacité, un souci de justice, mais aussi, et j'ai même envie de dire par-dessus tout, une envie d'extraire toute la richesse possible de son territoire. Bref, un grand travail fut mené par l'État en termes de travaux publics, de commerce, de taxes, d'infrastructures, notamment portuaires et minières, de protection des paysans aussi, de construction navale, dans le but d'améliorer la prospérité, et donc les revenus à tirer d'un territoire, disons, toujours plus pauvre que tous ces conquérants ne le pensaient. On retournera assez souvent en Italie du Sud dans les mois ou années à venir. Déjà très bientôt, comme j'ai dit avec le Guépard, pour parler littérature. Mais c'est vrai que souvent les conquérants y ont vu une terre de cocagne qu'elle n'était pas. Il est prouvé que le roi était un administrateur attentif et productif, prenant une part importante dans le travail réglementaire. Malgré, ceci étant, ses déplacements nombreux dans le royaume et son peu de voyages à l'étranger, on les compte sur les doigts de la main, notamment on y reviendra pour accompagner Saint-Louis à Tunis,
Il ne séjourna jamais en Sicile, dans l'île de Sicile j'entends, faisant payer à l'île sa révolte, et ne chercha jamais vraiment à lui assurer un développement similaire au reste de son royaume. Et ce, d'autant plus que le roi, en tant que seigneur français, pouvait se permettre ses fantaisies et laisser à l'abandon une partie de son territoire. Il tirait de ses terres d'Anjou et de Maine un revenu équivalent au cinquième des recettes de son royaume italien, et de son seul comté de Provence un revenu quasiment équivalent. Malgré de réelles qualités, son gouvernement ne pouvait inspirer la sympathie. Il était méthodique, mais surtout étranger, imposant des Français aux hautes fonctions, une langue française, des seigneurs français, des colons français. Et Charles le rendait bien, n'ayant que méfiance pour les Italiens. Donc ça, c'est le roi en sa gloire. Voyons maintenant le roi et son ambition dans son royaume. Charles d'Anjou, donc roi de Sicile, sénateur de Rome, comte d'Anjou, de Maine et de Provence, suzerain d'une partie de l'Italie du Nord et du centre de la France, devait trouver un emploi profitable à son accumulation de richesses et de puissance. Je vous ai mis en image le royaume de Charles à son apogée. Il sera un petit peu plus tardive, mais peu importe. Et son objectif, finalement, va mettre ses pas dans ceux de ses prédécesseurs. De Robert Guiscard face à Alexis Comnène, dont on avait parlé, jusqu'à Manfred, les rois de Sicile avaient toujours tenté de se constituer un empire en Orient, associé ou non à la croisade. La chute de l'empire latin n'avait que renforcé ce sentiment. Il avait récupéré Corfou, mais ne comptait pas s'en contenter. Son objectif, à Charles d'Anjou, c'était très clairement Constantinople, et il négociait déjà avec Baudouin, l'empereur latin déchu, pour récupérer une partie de ses terres, dont la suzeraineté sur la principauté d'Achaïe. Il va s'allier aussi au roi de Hongrie, ce qui donnera alors bien plus tard au pays une dynastie angevine, mais royaume de Hongrie dont la puissance faisait contrepoids à l'Empire et lorgnait les Balkans. Charles comptait sur une expédition pour l'été 1270. L'empereur Michel VIII Paléologue n'avait pas grand-chose à lui opposer. Mais Dieu étant d'un infini secours, on y croit ou pas, c'est de France que vint son salut, puisque un Saint-Louis à la santé déclinante souhaitait ardemment lancer une nouvelle croisade. Charles, qui ne pouvait bien entendu pas dire non ni se désister, devait faire contre mauvaise fortune bon cœur et au moins s'assurer que renoncer à ses projets se ferait dans une entreprise qui pourrait lui apporter un avantage. Il fit donc campagne auprès du roi de France pour choisir Tunis comme cible. Pour plusieurs raisons, sa position proche de son royaume et utile à son futur n'étant pas la moindre. Sur les tractations et les raisons profondes de tout ça, peu importe, là en l'occurrence ça n'est pas le sujet. Mais il est certain que la cible de Tunis était à tout le moins discutable. Donc Louis IX se laissa convaincre, à l'inverse de nombreux de ses proches qui auraient préféré une croisade vers un Orient qui avait besoin de secours. Embarquant le 1er juillet 1270 à Aigues-Mortes, accompagné de ses 3 fils, du roi de Navarre et de la fine fleur de la chevalerie française, ce fut donc un voyage pour Tunis. Charles, lui, hop, je vous change l'image. Charles arriva le 25 août sur place, juste à temps pour apprendre la mort de son frère, puisque, comme vous le savez, Saint-Louis, Louis IX, va mourir devant les murs de Tunis. Il apprend cette mort, ce qui d'ailleurs ne l'empêche pas de sauver, on va dire, ce qui pouvait être sauvé de la croisade à son profit, le roi de Tunis signant un traité, payant toutes les dépenses de la guerre, versant un tribut au roi Charles et offrant un comptoir à ses marchands. Un tel succès personnel fit que beaucoup de croisés l'accusèrent d'avoir préféré un traité avantageux qu'une conquête à partager. En tout cas, je ne sais pas quels étaient ses motifs, mais Dieu lui fit payer la chose par le naufrage d'une partie de sa flotte, et donc autant de navires à reconstruire pour ses futurs projets. Et en perdant Louis IX au profit de son fils Philippe III, il perdait un frère sans aucun doute différent mais qu'il soutenait, au profit d'un neveu dont la mère le détestait. La cour de France lui était perdue pour un temps. On le verra, ce n'est qu'un temps. Ça n'empêche pas notre Charles de continuer son grignotage, de se proclamer roi d'Albanie en 1272, tout en nouant des relations avec les autres ennemis de Byzance, toujours son objectif, et ses autres ennemis étant la Bulgarie et la Serbie. Mais parce que Dieu se rit des hommes, après la croisade, un malheur n'arrive jamais seul. Le grand changement était qu'un nouveau pape avait été finalement élu. Grégoire X était un Italien qui n'avait jamais officié en Italie, et se tournait vers la croisade comme seul objectif.
Et son programme fixé pour le concile à venir, qui se tiendra 2 ans plus tard en 1274 à Lyon, ne pouvait pas réjouir le roi de Sicile en comptant notamment aborder l'union des églises de Rome et Constantinople et la croisade vers l'Orient. Ayant besoin, lui, Charles de Sicile, du soutien du pape en Italie, il ne pouvait guère s'opposer à lui. Et puis de toute façon, on ne s'oppose pas à de telles démonstrations de piété. Le pape, Grégoire X, ne lui était pas vraiment hostile, mais comptait faire prévaloir des considérations spirituelles qui n'entraient pas toujours, pour être poli, dans les plans de Charles, voire jamais. C'est par ailleurs à ce moment-là, en plus, qu'est couronné un prince de puissance à l'époque modérée à la tête de l'Empire, pour mettre fin à la période d'anarchie allemande depuis Frédéric II, prince qui est Rudolf de Habsbourg, alors qu'il ne régnera qu'après des guerres contre la Bohême sur les terres autrichiennes. Il était encore à ce moment-là entre Suisse et Alsace, je crois. Donc encore une mauvaise nouvelle pour Charles, puisqu'un empereur régulièrement élu allant nécessairement diminuer son autorité sur les terres impériales du nord de l'Italie. Enfin, techniquement, Rudolf de Habsbourg va jamais aller à Rome se faire couronner empereur, il est roi des Romains, élu par les princes électeurs, mais bon voilà, tout le monde le considère comme empereur régulier, et puis de toute façon, c'est encore une fois d'une importance relative. Le concile de Lyon, que je vous mets en image, au-delà des intentions, partait du postulat que rien ne pouvait être fait sans les chrétiens d'Orient, et que rien non plus ne devait être fait contre eux dans l'optique de la croisade. Michel VIII, qui est à l'époque, Michel VIII paléologue l'empereur, était lui prêt à tout pour éviter la menace angevine. J'en ai parlé dans les derniers siècles de Byzance, l'union des églises va être un serpent de mer pendant 2 siècles, qui ne sera jamais avalé par la population d'Orient, mais l'empereur saura manœuvrer pour une semi-reconnaissance de la prévalence de Rome, et le concile de Lyon pourra être œcuménique tout en repoussant de l'Empire d'Orient pour un temps la menace angevine. D'autant plus que l'Empire savait toujours faire valoir sa diplomatie, notamment par des alliances de revers, et va finalement, comment dirais-je, trouver une certaine tranquillité dans les Balkans et se tourner vers l'ouest, nouant des relations notamment avec Gênes et commençant sans doute à verser des subsides en Italie. On y reviendra. Charles était condamné par le pape à y assister sans pouvoir agir. Le concile de Lyon eut donc lieu, préparant une éventuelle croisade, et force est de constater que le succès de la chose fut limité. Aucun roi sauf Jacques d'Aragon ne s'y présenta, aucune croisade ne fut décidée, tout l'Occident considérant le projet comme devenu largement utopique. Passons sur un ensemble de considérations, le triomphe apparent du concile vu la soumission formelle de l'Église grecque à Rome. L'empereur Michel VIII jouait un formidable rôle, je l'ai mis d'ailleurs en image, hop. L'empereur Michel VIII jouait un formidable rôle d'équilibre entre l'Occident et son empire. La délégation qu'il avait envoyée au concile va célébrer formellement l'union, l'empereur lui-même dans une lettre va y souscrire, le schisme était donc supposément effacé et ouvrait des perspectives dans la pensée du pape. Bref, rien n'arrangeait Charles, qui en plus avait maintenant, comme on l'a dit, un Habsbourg, roi des Romains, sur le dos, donc il fut en guerre avec lui, mais maintenant, ce dernier, l'empereur, devait être le promoteur de la paix dans les terres impériales de l'Italie du Nord, alors que la guerre se passait extrêmement mal pour Charles face à une ligue gibelline qui était redevenue puissante, et une flotte génoise qui ravageait ses côtes. Malgré cela, le pape Grégoire X et ses grands rêves de croisade disparurent le 10 janvier 1276. Ce qui signe donc le retour du roi. Un homme, Grégoire X, qui souhaitait à tout prix la paix en Europe et la guerre en Terre Sainte, était mort. Charles, finalement, n'avait rien gagné à toutes ces années passées. Ça fait déjà quand même plus d'une décennie qu'il règne. Il comptait bien avoir maintenant un pape qui ne s'opposa pas à ses vues. Il était proche physiquement, et encore une fois un euphémisme, il était proche militairement du collège réuni à Arezzo, et il fallut à peine 24 heures pour élire Innocent V, dominicain savoyard, on ne peut plus proche du roi de Sicile, le 21 janvier 1276. À peine le temps de conclure une paix avec Gênes et de confirmer le roi de Sicile comme vicaire impérial en Toscane, que le pape rejoignait déjà l'autre monde. Je vous ai mis ici les troupes angevines de l'époque. Pas grave, les cardinaux se réunirent à Rome, entourés des troupes de Charles bien entendu, et élirent un de ses proches sous le nom d'Adrien V. Pas de bol, le 18 août 1267, Adrien V mourait aussi à Viterbe.
Le roi n'eut pas l'occasion d'exercer cette fois la même pression, et c'est un Portugais, Jean XXI, qui fut élu, sans être particulièrement, par ailleurs, mal disposé à l'égard de Charles de Sicile pour autant. Il n'empêche que le roi devait passer à l'action. Il ne pouvait attaquer Constantinople, où d'ailleurs l'Union ne passait pas à la cour et dans le peuple, mais Constantinople de son côté ne se privait pas de l'attaquer, ou en tout cas d'attaquer ses alliés grecs et épirotes avec des échecs et des succès. Il ne faut pas oublier que jusqu'aux guerres civiles du XIVe dont on a parlé dans la tier list, l'abominable règne d'Andronique II et sa suite, l'Empire est encore à l'attaque, et vous avez par exemple, alors je l'ai mis en illustration, mais à Démétrias, alors 1274 ou 1275, peu importe, mais vous avez encore une flotte de l'Empire de plus de 60 navires qui se bat en mer pour triompher des barons latins de Léger, et la bataille sera le prélude à la reconquête de toutes les îles. Donc vous avez encore un empire assez puissant. Donc le roi ne peut plus attendre. Le roi de Sicile était aussi devenu roi de Jérusalem. Charles de Sicile est devenu roi de Jérusalem. Passons sur la chose, c'est un royaume qui ne lui apportait rien si ce n'est du prestige, mais qui surtout enterrait tout espoir de croisade vers l'Orient. En effet, son intérêt en Italie était opposé à celui des Génois qui étaient proches des Mongols et rejoignait ceux de Venise et des Templiers dont les intérêts économiques se satisfaisaient complètement du pouvoir mamelouk voisin. Donc il avait, par ce titre, acquis un petit peu de gloire et surtout enterré toute possibilité qu'on évoque à nouveau la croisade. Elle devenait tout à fait une virtualité. Le 25 novembre 1277, c'était encore un nouveau pape qui était élu, Nicolas III, un Italien. Sur toutes les complications politiques entre la papauté et lui en l'Empire, Charles va, un petit peu comme avec la croisade de son frère, faire contre mauvaise fortune bon cœur. Il va perdre toute l'Italie au nord de son royaume, mais cela va mettre fin à tous les conflits et ça va assainir ses finances. Dans l'intervalle, l'union religieuse de l'Orient et l'Occident s'effritait bel et bien, elle s'avérait extrêmement difficile à mettre en place, et la papauté va commencer à réduire largement ses conditions face à l'Empire byzantin. L'empereur ne parvenait pas à imposer la décision malgré une certaine dureté de la répression, il faut le dire. Et donc rebelote à nouveau en 1280, un nouveau pape meurt, un nouveau doit être élu. Ça se passera à Viterbe, que je vous ai mis là. Cette fois, Charles amène des troupes, et le nouveau pape français qui est élu, Martin IV, est tout prêt à obliger son compatriote. Cette fois, il était l'heure. Le roi de Sicile avait redressé sa situation financière, la papauté avait abandonné l'idée de l'union et dénonçait l'empereur comme hérétique, le despote d'Épire était son vassal, il était prince d'Achaïe, il pouvait compter sur les ouvertures de la Bulgarie et de la Serbie, et son prestige était intact. Il était donc temps d'allumer les fanaux de la guerre, et l'on prévoyait cette fois une expédition aidée de Venise pour avril 1282. Déjà, la guerre sur le terrain, avant même cette expédition, avait commencé, et les Angevins assiégeaient, je vous l'ai mis juste après, ils assiégeaient la forteresse de Berat en Albanie avec 8000 hommes. Malheureusement pour Charles, le siège va s'éterniser, le chef de son armée qui est Hugues de Sully va être capturé, ses troupes vont être battues, il va perdre un énorme butin, il ne conservera plus qu'une poignée de villes côtières alors que l'Empire byzantin s'adjuge l'Albanie, ce qui va rendre impossible toute invasion terrestre, donc d'où l'alliance aussi et l'attente de l'apport vénitien. C'est un important succès pour l'Empire byzantin, au prix d'ailleurs d'une frontière orientale largement dégarnie, ce qu'ils vont payer à long terme. Mais il n'empêche, malgré cette bataille remportée, qu'une politique religieuse sans succès, une coalition contre lui, une guerre qui commençait face aux Turcs, l'avenir semblait bien sombre pour Michel VIII et devoir sourire au roi de Sicile malgré cette défaite de Berat. Mais, encore un mais, c'était sans compter sur la diplomatie de l'Empire qui, de son premier jour à son dernier, fut sa plus grande force. Nous entrons maintenant dans le moment des vêpres. Je vous ai mis l'Empire romain d'Orient en 1282 au moment où nous parlons. Je me permets, de boire un petit coup, excusez-moi. Je pense que pour les prochaines, je me mettrai une solution saline en intraveineuse. Comme ça, je serai hydraté comme il faut. Donc les vêpres, quatrième partie de notre propos, et d'abord la conspiration. Donc Charles, roi de Sicile, de Jérusalem et d'Albanie, comte de Provence, de Fort-Calquier, d'Anjou et de Maine, régent d'Achaïe, suzerain de Tunis, sénateur de Rome,
était nominalement au moins le plus grand monarque d'Europe, et dans les faits, sans aucun doute l'un des plus puissants. Encore quelques semaines, et la grande expédition faisant de lui le souverain d'une majeure partie de la Méditerranée serait lancée. Mais il oubliait qu'il n'avait pas que des amis en Europe. Il oubliait aussi que son gouvernement n'avait jamais été apprécié. Il oubliait enfin que son triomphe avait exilé de nombreuses rancœurs. Ces exilés trouvaient refuge, en large partie, au sein du royaume d'Aragon. Pour rappel, je l'ai déjà dit, mais vous l'avez peut-être perdu de vue, le roi Manfred avait marié sa fille au roi Pierre d'Aragon, Pierre III, couronné en 1276 après le règne de plus de 60 ans de son père Jacques. Le royaume d'Aragon, que je vous affiche ici, le royaume d'Aragon, il est à l'époque une immense puissance en Méditerranée, de Montpellier à Valence. Constance, donc l'épouse, se trouvait maintenant seule héritière des Hohenstaufen italiens, et là, à la cour, se concentraient tous les déchus de l'ancien royaume. Là se trouvait Jean de Procida. Jean de Procida, c'est un médecin, né en 1210, et amené à jouer un grand rôle dans les événements à venir. C'est en tout cas ce que dit l'histoire. Médecin personnel de Frédéric II, ce dernier le récompensa par l'octroi de vastes propriétés près de Naples, dont l'île de Procida, d'où son nom. Il devint par la suite le médecin de Manfred qui, impressionné, fit de lui le chancelier du royaume. À la chute de Manfred, il conserva ses propriétés grâce à l'amnistie du roi Charles. Sauf que par la suite, au moment de la révolte de Conradin, il va rejoindre ce dernier et ses propriétés seront finalement confisquées avant qu'il ne finisse par se réfugier en Aragon. Je passe sur les éventuels, massacres de sa descendance ou autres qui ont pu jouer un rôle dans sa colère, mais là n'est pas l'important. Le roi Pierre en Aragon était donc maintenant libre de sa politique depuis sa montée sur le trône, une fois ses relations pacifiées avec son voisin castillan et les Maures du Sud. Jean de Procida, donc à sa cour, aurait été le grand conspirateur. Mais Jean de Procida qui est reproduit d'après son profil dans la cathédrale de Sienne. Peut-être qu'il a été ce grand conspirateur. Mais derrière, le but, c'est surtout de dessiner, de débaucher, disons, la conspiration qui nous intéresse. Sa légende, à Jean de Procida, elle s'écrit de son vivant même, voyageant partout, ralliant partout les soutiens à ses nouveaux maîtres. Sans être le grand espion décrit, il est probable que son action fut déterminante. Quoi qu'il arrive, de toute façon, dans ce que nous allons évoquer, c'est un personnage assez intéressant, avec un côté un peu mythique, et qui meurt, je crois, à près de 90 ans, ce qui est quand même assez inattendu à cette époque. Il était donc devenu chancelier du royaume d'Aragon, c'est donc un personnage important, et toute son action va préparer la chute du royaume angevin. Deux alliés naturels se dessinaient, l'argent byzantin et la flotte génoise, les deux que menaçait l'expansion du roi Charles. On dit que Jean de Procida se rendit directement à Constantinople, passa par la Sicile déguisé pour y rencontrer les barons, remonta jusqu'à Viterbe pour y voir le pape armé de l'or byzantin. Bon, c'est douteux que cela se fît ainsi, mais accordons crédit aux chroniques siciliennes du temps, peu importe. L'auteur nous raconte le même voyage en 1280, le même or byzantin, le même travail en Sicile pour préparer la révolte. Il est malgré tout peu probable qu'un homme de 70 ans fasse de tels voyages en ce temps, d'autant plus que sa signature apparaît à la même époque en Aragon sur des actes officiels. Le détail est donc douteux. On ne prête qu'aux riches, j'ai envie de vous dire. Légende ou pas, peu importe, il était évident que les Aragonais seraient prêts en 1282 à se présenter en Sicile et que, comme tout complot, certains fils nous resteront inconnus. Si ce n'était pas Jean de Procida, il est probable que quelqu'un ou quelques-uns d'autres, si vous me permettez l'expression, en tout cas quelqu'un d'autre, fit peu ou prou les mêmes voyages pour les mêmes résultats. Car en tout cas, peu importe comment ça s'est passé, les résultats sont là. Et c'est le plus important. Comme j'ai dit, on ne prête qu'aux riches, très bien, mais l'argent en attendant, lui, est bien là. Derrière les enjeux des grands de ce monde, il fallait aussi travailler le peuple. Jean de Procida savait, en tout cas la cour aragonaise savait que l'Italie continentale, méridionale mais continentale, n'était pas forcément en révolte contre Charles, qui passait son temps à Naples et pouvait y surveiller son administration. Ça se déroulait bien. Les Italiens pouvaient être frustrés de l'impôt et du pouvoir français, mais ce dernier, c'est réel, améliorait la situation économique. La situation était tout autre en Sicile. Charles ne l'aimait pas depuis sa révolte pendant l'attaque de Conradin, il n'y mit jamais les pieds, comme je l'ai dit, et il ne fit rien pour améliorer son sort.
On devait y supporter les continentaux et les Français, et d'écrasants impôts sans profit à espérer. Ce terrain favorable, comme je l'ai dit, ce terrain favorable à la révolte, ne présente toutefois aucune trace écrite de comment s'organisa la conspiration. On peut le regretter, mais quelque part c'est aussi le signe qu'elle fut bien menée. Argent et armes circulaient dans l'île. Tout était prêt pour l'explosion et seul un miracle pouvait maintenant sauver l'Empire byzantin. Et Charles, négligeant ses renseignements, était convaincu lui de sa force. Rien ne pouvait ou rien ne devait plus s'opposer à lui. Sauf que viennent les vêpres. Nous sommes à la Pâque de 1282, le 29 mars. La flotte angevine était ancrée à Messine, les agents de Charles parcouraient l'île, réquisitionnant le grain et le bétail pour l'expédition à venir. Aucun gouverneur, aucun soldat des 42 forteresses de l'île ne remarquait rien de particulier. À l'église du Saint-Esprit à Palerme, que je vous ai mis en image, à l'église du Saint-Esprit, donc, les gens vinrent en nombre pour assister aux vêpres du lundi de Pâques, la prière du soir, les vêpres. Alors nous sommes bien entendu dans la légende et des faits qui seront décrits bien après coup. Aucun document n'indique les vêpres comme heure du déclenchement du conflit, même si une chronique sicilienne qui est de 10 ans postérieure donne effectivement la fin de journée comme début du massacre. L'expression d'ailleurs vêpres sicilienne n'apparaîtra, je crois qu'à la fin du 15e. Je crois que c'est la fin du 15e. Pour déclencher la tuerie, que l'on y croit ou non, peu importe, tout ça fait partie un petit peu du mythe, il semblerait que des soldats français aient fait preuve d'une trop grande familiarité avec des femmes présentes. Vous connaissez le caractère tatillon de nos amis méridionaux. Ah oui, c'est un tableau, de 1865 qui est les vêpres siciliennes seront un thème. Je ne sais plus l'auteur, je crois que c'est Michele Rapisardi ou quelque chose comme ça. Mais les vêpres siciliennes, ce sera un des thèmes privilégiés du Risorgimento. Donc, les soldats français et les Français en général sont massacrés et au son des cloches des vêpres, la foule se rassemble au cri de mort aux Français. Tous, à Palerme, hommes, femmes et enfants sont passés au fil de l'épée là où on les trouve. 2000 personnes sont tuées dans la nuit et un gouvernement communal est élu. La nouvelle de l'insurrection se répand dans toute l'île et le massacre s'étend en une semaine avec bien peu d'exceptions dans toute la Sicile. La seule exception est Messine, favorable aux Français et surtout siège de la flotte et d'une solide garnison, mais même cette ville va finir aussi par se révolter le 28 avril. Les Français vont se réfugier dans une forteresse au sein de la cité et la flotte est incendiée. C'est ça le plus grave. La Sicile est donc perdue et le gouvernement et les différents gouvernements communaux prennent la peine d'avertir directement l'empereur Michel VIII de la situation. J'avais déjà cité cette phrase de Michel, je crois, dans le travail sur la foire aux livres que j'avais fait. Je le cite. « Si j'osais affirmer que je fus l'instrument de Dieu en apportant la liberté aux Siciliens, je ne dirais que la vérité. » La grande expédition de Charles n'aura donc pas lieu. Le roi n'avait pas pris la mesure de la révolte et la pensa au début comme une petite éruption locale dans les premiers jours d'avril. Le soulèvement de Messine et l'incendie de sa flotte va tout changer. L'expédition était annulée, mais il allait soumettre l'île rebelle. Il pouvait compter pour ça sur le soutien du pape et sur le soutien du roi de France, qui l'avait averti des intentions aragonaises et des manœuvres diplomatiques en cours, auxquelles il n'a pas cru. En fait, le roi Pierre d'Aragon, le roi Pierre III, n'avait pas prévu d'intervenir réellement avant que Charles ne fût parti en Épire, et il se trouvait pris de court. Il va donc faire preuve d'un attentisme prudent, donnant tous les gages d'une croisade en Afrique, et relâchant sur les côtes du Maghreb, assez près de la Sicile, pour suivre la situation. Le roi Charles, de son côté, constituait méthodiquement sa force de frappe. Le 25 juillet, il campait devant Messine. Le 6 août, les hostilités commencèrent, le siège de la ville, mais tous les assauts étaient repoussés, alors qu'en plus le temps était exceptionnellement pluvieux en cette partie de l'Europe. Néanmoins, le roi restait parfaitement confiant. Son armée était forte, sa flotte puissante, et il avait encore le temps. Malgré cela, tous ces assauts échouaient, et la ville bénéficiait de sa récolte intramuros et du poisson des eaux du port. Elle pouvait donc tenir longtemps. Jusqu'au 14 septembre, tous les assauts que menaient les troupes françaises connurent l'échec. Si les Siciliens, au fond, ne souhaitaient pas remplacer une domination étrangère par une autre, ils n'avaient plus le choix. Mais Pierre III... Les délégués de l'île se rendirent donc auprès d'un roi dont, comme j'ai dit, la femme était la dernière Hohenstaufen,
Pierre d'Aragon, déjà prête à intervenir avec son armée, et ils firent leur soumission. Le 30 août 1282, Pierre III débarquait à Trapani. Finalement, la rébellion de Sicile, les vêpres siciliennes, cédaient à une guerre européenne. Et il semble que tout avait été assez bien répété en coulisses pour que la représentation se déroule sans accroc. Venons-en donc à la guerre des deux rois. Le soulèvement sicilien était peut-être l'œuvre d'une conspiration et de l'or byzantin, mais il était surtout l'œuvre d'une population combattante, résolue et à l'avenir plus qu'incertain. Le combat des deux rois faisait appel à de telles ramifications que, de son origine jusqu'à ses développements, le soulèvement sicilien va forcément passer au second plan, alors qu'il est la condition première. Le 2 septembre, Pierre était à Palerme et commençait sa marche vers l'est, donc vers Messine. Comme on l'a dit, Charles avait essayé de réduire définitivement Messine dans l'intervalle sans succès. Sa position se trouvait maintenant être très difficile. Il faisait face à une armée et à une flotte redoutable. Je vous ai mis ici une image de l'armée d'Aragon, et bien entendu, vous avez ces soldats légers d'Aragon sur lesquels on reviendra, les Almogavres. Être immobilisé avec une ville hostile dans son dos et voir sa retraite coupée par la flotte aragonaise était une option probable et fatalement pas la meilleure. Il fut donc décidé une retraite vers la Calabre, mais l'armée n'était pas totalement évacuée quand survinrent les Aragonais, et l'on fit, si vous me permettez, grand massacre et beau butin. Le roi Pierre d'Aragon entra dans Messine le 2 octobre, satisfait de n'avoir pas eu à combattre pour s'approprier l'île, parce qu'il savait que, et malin, il savait que les bonnes dispositions des Siciliens à son égard reposaient surtout sur sa puissance militaire actuelle. Le 14 octobre, nous sommes toujours en 1282, la flotte d'Anjou perd une importante bataille et 20 galères à Nicotera. Pourtant, malgré sa domination, disons, maritime, l'armée de Pierre III ne réussira jamais à mettre le pied en Italie continentale. La guerre était au point mort, seule une intervention extérieure pouvait la débloquer. Pierre comptait sur ses alliés gibelins d'Italie du Nord, mais leur soutien, ainsi que celui de Gênes, qui était, elle, empêtrée dans ses conflits avec Venise, fut limité. De l'autre côté, Constantinople, qui était maintenant tranquille, n'avait plus d'intérêt à se tourner vers l'Occident. Michel VIII d'ailleurs meurt le 11 décembre de cette même année, et l'Empire de toute façon allait pas tarder à installer ce qui sera son déclin réel. Le roi Charles d'Anjou, de son côté, avait lui des alliés plus solides. Pas plus de son côté les Guelfes que Venise n'était utile, mais son neveu, Philippe III le Hardi, le soutenait et considérait l'intervention de Pierre III comme une insulte à son propre royaume, et il va envoyer hommes et argent. Et surtout, Charles de Sicile avait le pape Martin qui excommuniait à tour de bras. Les deux rois, financièrement, étaient dans une situation tout aussi délicate, la guerre tellement coûtant cher, et en plus de ruiner leurs terres, notamment en freinant le commerce. Or, c'était deux États et deux royaumes largement tributaires du commerce de par leur position, sans doute. Un moment même, les rois furent prêts à un duel personnel ou d'une centaine de leurs chevaliers, une sorte d'ordalie. Tout cela leur sera interdit par le pape et n'aura jamais lieu. Le jour du duel, ils vont se présenter, alors ce sera à Bordeaux. Fatalement, le roi Charles de Sicile était à ce moment-là en voyage en Provence, et le roi d'Aragon dans ses terres. Et ils vont se présenter à Bordeaux à des heures différentes, et ils vont décider de se proclamer chacun vainqueur. Voilà. Le véritable duel ne se situera pas bien entendu à Bordeaux. Le pape préparait déjà l'appel à la croisade contre l'Aragon. Ce qui nous conduit donc à avoir vu l'histoire antérieure de la Sicile, l'invasion, le royaume et les vêpres siciliennes, à ce qui sera maintenant devenu une guerre européenne. Et commençons donc par voir eh bien, ce que sera cette grande guerre européenne. L'intransigeance, et aussi, il faut bien le dire, la partialité papale, devait fatalement conduire à utiliser l'autorité de l'Église contre l'Aragon. Et le pape ne va pas lésiner. Tout combattant s'engageant contre Pierre III aurait les privilèges de ceux qui combattaient les infidèles en Terre Sainte. Le roi était privé de ses possessions, qui seraient attribuées aux bons catholiques choisis par le Saint-Siège. Ça rappelle un petit peu ce qu'on a connu contre les Cathares. Le trône d'Aragon était littéralement offert au jeune fils du roi Philippe III, Charles de Valois, et déjà le roi de France pouvait compter sur le soutien du propre frère de Pierre III, Jacques le roi de Majorque. Pourtant, à sa cour,
les vieux membres et les fidèles de son père réprouvaient la manœuvre et faisaient valoir, sans doute à juste titre, que Louis IX n'aurait jamais accepté une croisade contre un prince chrétien. Finalement, après quelques atermoiements, le roi Philippe annonça qu'il acceptait le royaume pour son fils. La croisade était lancée, mais bien entendu, il lui faudrait très longtemps pour être prête, comme toute opération militaire de cette envergure. La guerre en Italie continuait pour Charles de Sicile, et se passait assez mal au sud. À la bataille de Malte, en juillet 1283, les 19 galères lourdes angevines sont pulvérisées par les almogavres de l'Aragon, 3500 hommes sont perdus ainsi que l'île, et finalement, du côté aragonais, seul l'argent manquait pour que ne se passe plus de choses. Je vous ai mis effectivement le sud de l'Italie sur la mer. L'année suivante, en juin 1284, c'est le propre fils de Charles d'Anjou, Charles de Salerne, qui, en voulant réduire à néant la base aragonaise navale au large de Naples, est capturé par l'amiral Roger de Loria, juste avant le retour de son père. Alors, Roger de Loria, bon, bien entendu, ça c'est une représentation, vous vous en doutez, beaucoup plus tardive, mais Roger de Loria est un amiral de légende. Qui perd un imbécile ne perd rien, aurait prononcé Charles d'Anjou. Après tout, Charles de Salerne avait 8 fils, la succession était assurée, il pouvait se permettre de vertement tancer son fils. Il n'empêche que lui-même ne pouvait rien faire contre cette guerre, guerre côtière de basse intensité, et attendait l'attaque française en Aragon pour passer à l'offensive sur son front, comptant aussi sur la grogne qui déjà s'annonçait en Sicile contre un pouvoir aragonais que l'on avait choisi par défaut. Malheureusement pour lui, la mort vint le frapper en Apulie le 7 janvier 1285, à l'âge de 58 ans. Charles d'Anjou, Charles de Sicile, peu importe, aurait pu être un bâtisseur d'empire. Il était un homme déterminé, courageux, il a été un soldat et un administrateur compétent. Il avait inspiré sans aucun doute du respect, peut-être assez peu d'amour. Il agissait avec calcul, sans prendre en compte les émotions du temps, et sa confiance en lui, l'avait conduit sans aucun doute à sous-estimer ses ennemis. Bref, il était un homme de son époque, un étranger à la terre qu'il gouvernait, et si son œuvre personnelle fut un échec, il est certain que la maison d'Anjou enregistra par ailleurs d'autres succès. En mai 1285, donc quelques mois après, l'armée française se lance à l'assaut de l'Aragon. La Sicile fatalement devenait secondaire. Cela ne se lançait pas sous les meilleurs auspices pour le royaume de France. Je vous ai mis... alors ça, c'est le trajet qui sera suivi par les croisés. Pourquoi ça ne se lançait pas sous les meilleurs auspices? Parce que avec la désagrégation, alors j'allais dire la désagrégation non du royaume de Charles, mais plutôt les atermoiements d'une succession où le fils héritier, donc Charles de Salerne, était prisonnier de l'Aragon, eh bien aucune action concomitante ne pouvait être entamée en Sicile, et eh bien le roi Pierre III pouvait concentrer toutes ses forces en Aragon. Le roi Philippe donc conduisit tout de même une immense armée pour franchir les Pyrénées et mit le siège devant Gérone, qui sera prise en septembre. Mais l'armée croisée était décimée par le paludisme et la dysenterie. En sus, la flotte française avait été détruite, et déjà Roger de Loria, l'amiral toujours vainqueur, débarquait des hommes sur la route d'approvisionnement des troupes françaises, ce qui était gravissime. Philippe III décida donc le repli. La retraite a été rendue terriblement difficile par les raids continuels des Almogavres, et elle va finalement tourner à la déroute. Le 5 octobre, Philippe III le Hardi va finir par mourir de maladie à Perpignan, et l'armée croisée va complètement se désagréger. Donc 1285 fut une année terrible et salutaire en même temps, puisque certes, Charles d'Anjou et Philippe étaient morts, ainsi que le pape Martin IV, mais ne va pas tarder non plus à mourir le roi Pierre d'Aragon. Voilà, tous les acteurs vont mourir assez rapidement. Et donc on en vient avec... on en vient à la fin de la guerre, mais en tout cas, c'est pas tout à fait la fin de la guerre, mais ce sera la fin de la guerre qui nous occupe. Donc Charles de Salerne, je l'ai dit, successeur de Charles d'Anjou, il était toujours en prison en Catalogne. J'ai mis ici Charles II de Sicile. Le nouveau pape, Honoré IV, ne comptait pas abandonner la politique de ses prédécesseurs, mais il visait aussi à restaurer la paix en Italie. La Sicile, de son côté, ne comptait pas redevenir angevine, et donc fut désigné roi de l'île, le second fils de Pierre III, le futur Jacques II d'Aragon, et la couronne séparée entre Sicile et Aragon pour un temps. En France, montait sur le trône Philippe IV, Philippe le Bel, dont la mère était la sœur de Pierre III.
on voit que toutes les conditions commencent un petit peu à s'imbriquer pour une désescalade de la tension. En attendant, la guerre ne cessait pas pour autant. Dès 1287, une grande expédition a été lancée contre la Sicile et, comme d'habitude, se terminait en désastre par la capture, par Roger de Loria, encore une fois, de 58 galères contenant notamment le comte de Flandre et celui de Joinville. La politique italo-sicilienne, elle devient alors d'une complexité assez importante. Elle est une politique de personnes et de royaumes que je vais essayer de brosser et de vous rendre à grands traits. Et je m'en excuse si j'ai quelques peines à le faire. En 1289, Charles de Salerne, Charles II de Naples donc, puisque maintenant c'est Naples, était libéré et rejoignait son royaume. Et en 1291 était signée la paix entre France, Aragon et royaume de Naples, qui est à l'époque encore appelé royaume de Sicile, mais il n'y a plus de Sicile, donc par comment dirais-je, simplicité, appelons-le royaume de Naples. La Sicile était abandonnée par l'Aragon et un roi qui préférait se concentrer sur l'Espagne, pressé par une noblesse à qui cette aventure coûtait bien trop cher par rapport à ce qu'elle rapportait. Mais, et c'est, comment dirais-je, cette paix manquée, c'est que le roi d'Aragon, Alphonse III, va mourir de façon imprévue le 18 juin 1291, et Jacques II va accéder au trône d'Aragon en plus de la Sicile qu'il possédait. Le roi Jacques va forcément rejeter le traité conclu, mais il va se rendre tout aussi vite compte que la position était féodalement et économiquement intenable si la guerre se poursuivait. Il va donc réclamer des compensations tout en faisant des ouvertures pour la paix. L'interrègne papal va durer jusqu'en 1294, empêchant que rien ne soit résolu, mais in fine Jacques II, donc Jacques II qui avait été désigné comme seul roi de Sicile, fils de Pierre III, devenu roi d'Aragon par la mort de son frère, donc qui réunissait les deux couronnes. Donc il va se résigner lui aussi à abandonner la Sicile à Charles II en 1295 lors du traité d'Anagni, sous les auspices du pape, contre la fin de son excommunication et le royaume de Sardaigne et Corse. Tout aurait pu bien aller, sauf que c'était sans compter sur les Siciliens qui vont élire de même roi le troisième fils de Pierre III d'Aragon, donc le frère de Jacques II, qui était gouverneur de Sicile à la base, qui devient Frédéric II, ou Frédéric III, on peut dire les deux, considérant ou non Frédéric II du Saint-Empire, donc Frédéric de Sicile, qui destitue son frère de son titre, se l'approprie, parce que il en a, j'allais dire, presque le droit, parce qu'en fait, le testament d'Alphonse III, donc le testament du frère de ces deux-là, disposait le legs de ses états à son frère Jacques, à la condition qu'il renonce à la Sicile en faveur de Frédéric. Or, il ne le fit pas, il va le nommer simplement lieutenant général, avant même, par le traité d'Anagni, de renoncer à l'île, ce qu'il n'avait, selon les dispositions du testament d'Alphonse III, aucun droit à faire. Donc c'en est trop pour Frédéric, et ce d'autant plus que la compensation qu'on lui proposait, Constantinople par mariage avec l'héritière du titre de l'Empire latin, paraissait, comment dirais-je, une compensation bien complexe à obtenir. Jacques II ne va pas accepter le revirement de son frère et par un formidable retournement de situation, la Sicile va se retrouver en guerre contre les Angevins et l'Aragon, dont le roi Jacques II a épousé la fille Charles II de Naples. Donc en fait, la Sicile va se retrouver en guerre contre le royaume de Naples et l'Aragon, les anciens ennemis. Voilà, bref, un beau bordel politico-dynastique et un petit peu la folie de l'histoire et des hommes. La guerre reprend donc fatalement à partir de 1296. Alors petitement, elle va se passer avec des hauts et des bas, commençant bien par une importante victoire navale sur la flotte sicilienne le 4 juillet 1299, continuant très mal par la déroute des forces napolitaines sur terre à Falconara le 1er novembre 1299, où le fils de Charles II, Philippe, le prince de Tarente, va être blessé et capturé. Les alliés, comment dirais-je, aragono-napolitains vont se révéler particulièrement inefficaces. Donc voilà, vous voyez toutes les campagnes qui vont être menées, toutes les campagnes annuelles, qui sont très souvent inefficaces et sans succès. La conquête de l'île donc n'avance pas et s'annonce comme bien pénible et bien coûteuse. La dernière tentative, vous le voyez en 1302, elle sera menée par Charles de Valois, le frère du roi Philippe, qui va pas arriver à grand chose et qui va devoir retourner en France très rapidement avec son armée, puisque c'est la même année où on a cette défaite importante française à Courtrai.
Voilà, on aurait pu s'étaler encore plus, mais ça sort un petit peu du cadre de notre exposé, et de toute façon, après les victoires et les défaites, la situation ne va plus beaucoup évoluer jusqu'à la paix de Caltabellota en 1302. Le texte de ce traité prévoit que Frédéric soit reconnu comme roi de Trinacrie, donc roi de Sicile, à titre viager, avec un retour aux Angevins à sa mort. Bien entendu, il finira roi de plein droit, hein, c'était l'évidence même. Et cela ouvre un autre chapitre historique, celui des Almogavres, tous ces soldats aragonais qui seront sans emploi et qui iront semer la destruction dans l'Empire byzantin et chez les Turcs, et dont nous avons déjà parlé, c'est une des grandes épopées du siècle. Ça ouvre aussi le chapitre de la Hongrie angevine à partir de 1308, et ça ouvre surtout le court chapitre de l'indépendance de la Sicile, qui va durer jusqu'à son rattachement à l'Aragon, rattachement que j'ai pas noté, mais qui intervient en 1408 ou 1409. Je prends juste une seconde pour regarder. Je crois que c'est écrit sur la carte, il me semble. Ouais, 1409. Donc un chapitre dont on a traité depuis Frédéric II et sa mort, donc un chapitre de plus d'un demi-siècle se clôturait en Méditerranée. Tout le monde avait les yeux ailleurs, le pape Boniface entrait dans son conflit contre Philippe le Bel qui finira, comme on le sait, par son enlèvement. Charles II tentait d'établir sa dynastie en Hongrie, sa femme en étant l'héritière, comme j'ai dit, ce qui arrivera au travers de son petit-fils Charles Robert en 1308, ce qui est d'ailleurs la plus grande réussite de la dynastie. Et à partir de là, Charles II pouvait encaisser la perte de la Sicile sans regret, même si le conflit se poursuivit quand même après la paix entre Naples et Sicile jusqu'en 1372. En attendant, comme on le voit sur la carte, la dynastie catalo-aragonaise maîtrisait les Baléares, la Sicile, Malte, la Corse, la Sardaigne, prenait possession par les Almogavres du duché d'Athènes, et s'annonçait comme la grande puissance européenne qu'elle ne sera en fait jamais vraiment. Pour les Siciliens, ça marquait la fin de 20 ans de lutte, ils avaient gagné. Leur roi n'était pas sicilien, mais il n'avait aucun intérêt ailleurs qu'en Sicile et serait donc concentré sur l'île et sa prospérité. Le royaume de Sicile ne serait jamais glorieux, mais ça, à la limite, peu leur importait. Venons-en à la conclusion de tout ce propos. Comme je l'ai dit, la guerre va continuer, les Angevins réessayèrent bien d'envahir l'île en 1314, avec comme conclusion que les articles du traité de Caltabellota furent rejetés et que le royaume de Sicile devint une monarchie héréditaire. Comme je l'ai dit aussi, la Sicile passa par succession au roi d'Aragon Martin Ier en 1409. On le voit de toute façon sur la carte. Et le royaume de Naples, sera lui conquis sur les Angevins en 1442-1443. La Sicile ne fut plus jamais indépendante après 1409, hein, elle devint la plupart du temps une composante subalterne de n'importe quel royaume ou de la République qui suivra à partir du Risorgimento. Il n'empêche que les Vêpres restent un épisode important de son histoire, mais aussi de l'histoire méditerranéenne. Cet épisode s'inscrit dans cette politique globale, mais aussi dans la politique purement italienne, et aussi dans toute la politique du conflit entre la papauté et l'Empire. En choisissant ses champions dans le camp anti-impérial, le pape ouvrait la voie aux consciences nationales, et ce d'autant plus que cette conscience s'éveillait de concert, j'ai envie de dire, dans la papauté. Un pape français, on l'a vu, choisissait pour champion un prince du royaume de France. Tout n'est pas que calcul, bien entendu, mais aussi le fruit d'une époque où une piété sincère s'accordait mieux à avoir un pape à son service pour ne pas troubler sa conscience. Et il est évident que c'est un mouvement qui favorisa l'émergence effectivement de pensées nationales au-delà des considérations dynastiques. Charles d'Anjou, quant à lui, était un homme sans aucun doute compétent et ambitieux, issu d'une race et d'une terre qui avait donné à la chrétienté, on peut le dire, la plupart de ses croisés, issu d'un royaume fort, issu d'un mode de vie et d'un parler qui devait nécessairement dominer l'Europe. Il pensait donc à sa portée de reprendre Constantinople, et très clairement, il sous-estima ses ennemis. De même que, pleinement conscient du sentiment et des liens des hommes de même race, il ne se résolut jamais à faire confiance aux méridionaux d'Italie. Et il ne pensait sans doute pas possible qu'une révolte puisse l'abattre, et que la révolte qui puisse l'abattre soit avant tout populaire, même payée et organisée de l'extérieur, parce qu'encore une fois, les Vêpres siciliennes sont une révolte populaire. L'œuvre de Charles fut donc un échec, et la papauté en sus en ressortit rapetissée spirituellement par ses appels incessants à la croisade contre des chrétiens,
Et c'est pas étonnant qu'elle soit très vite entraînée dans ce qui viendra par la suite, le schisme d'Avignon. Il est difficile, et c'est étonnant encore aujourd'hui, de déterminer ce qu'il s'est réellement passé. Les Vêpres, donc cette grande révolte anti-française, les Vêpres, elles ne peuvent être une révolte de la grande noblesse autochtone, tout simplement parce que cette noblesse autochtone avait été remplacée très largement par les Provençaux et les Français, voire par des Italiens continentaux. Et de l'autre côté, elle n'est sans doute pas une simple révolte populaire au vu des contacts diplomatiques des acteurs. Et ce n'est pas un paysan de Corléone qui va se rendre à Constantinople. Aujourd'hui encore, sur ces Vêpres, toutes les thèses s'affrontent, et je trouve ça passionnant. Je trouve très intéressant le fait qu'un événement aussi important, qui a servi de bascule, soit impossible à déterminer dans ses composantes et dans les ficelles qui ont un petit peu fait bouger les marionnettes. Je trouve ça très intéressant. Sa postérité aux Vêpres, leur postérité, elle est aussi discutée. Certains y voient une affirmation unitaire d'une population, disons un catalyseur identitaire. D'autres y voient un événement ayant durablement isolé l'île, l'ayant à nouveau féodalisée à une puissance étrangère, et en la présentant comme toujours révoltée, ingouvernable, ayant acté son retard de développement. Elle est aussi, c'est bien entendu aussi pour ça que j'en parle, elle est aussi le champ du cygne de Byzance. C'est son dernier grand coup d'éclat. À ce titre, il faut souligner que la diplomatie byzantine est encore capable de financer une révolte majeure en Sicile en 1282, signe de sa force toujours importante et de son trésor, et de sa diplomatie sur la scène internationale. Voilà. Je dirais en une phrase que, au-delà de tous les événements dont nous avons parlé, dans lesquels les Vêpres, cette simple révolte, elle a pu être noyée derrière des événements plus importants et des guerres européennes, elle est un événement fondamental et une bascule, puisque effectivement, au travers de la mise en possession par l'Aragon de la Sicile, puis de l'Italie du Sud, on se doute bien que c'est tout un pan de l'histoire européenne qui change. Et cet événement lui-même, pris en tant que tel, c'est un passionnant inconnu dont nous n'avons pas encore toutes les réponses à 750 ans de distance. Et je trouve ça, moi, au-delà de la géopolitique du XIIIe, je trouve ça vraiment très intéressant que l'on ait encore toutes ces questions et aucune réponse sur comment est né, et bon, c'est déroulé, on le connaît, mais comment est né cet événement, comment a pris forme, par quel biais on est arrivé à renverser la puissance de Charles d'Anjou sur l'île de Sicile. Voilà. Voilà qui conclut ce propos et cette présentation. En espérant que, écoutez, en espérant que ça vous ait plu. Moi, comme j'ai dit, c'est la deuxième. Donc ça me permet aussi de voir en termes de durée et tout ça. Donc c'est des choses qui sont encore balbutiantes par rapport aux présentations littéraires où j'en ai déjà fait une douzaine. Là, ça n'est que la deuxième présentation. En tout cas, moi, je suis très content d'avoir pu partager ça avec vous. Pour ce qui est de ce qui nous attend. Alors, attendez juste une seconde. Hop. J'ai le droit au repos du guerrier. Donc, mercredi prochain, nous nous retrouvons pour une tier list sur les peuples barbares des grandes invasions. Donc, on va dire, du 3e au 6e siècle. Alors, bien entendu, ce sont des tier lists. J'y reviendrai en introduction fatalement, mais qui n'ont pas grand sens en tant que tel. Ça n'a pas. C'est comme la tier list sur les empereurs byzantins. C'est une excuse pour peut-être grappiller quelques connaissances par-ci par-là, même si ça n'est pas un travail d'érudition. Fatalement, vu qu'on on doit traiter en quelques minutes une histoire très importante. Mais derrière le classement, qui est toujours rigolo, moi j'aime hiérarchiser les choses, c'est aussi une façon peut-être d'ouvrir une petite porte pour l'intérêt de chacun. Donc voilà, vendredi, Crusader Kings 2 comme d'habitude. Et dimanche, je ne sais pas si ce sera à 14h ou à 21h. Je pense que ce sera peut-être à 14h parce que ce sera possiblement assez court. Ce sera la clôture un petit peu de cette quadrilogie russe
avec l'intervention de Pierre en plus. Nous parlerons du Cheval Blême de Savinkov. Et puis voilà, et je reviendrai sur la semaine suivante qui sera sans doute un petit peu bouleversée dans le programme. Il risque de ne pas y avoir de direct pour la prochaine présentation littéraire parce que je ne serai pas là. Donc je pense que je la tournerai en amont de mon côté, que je la posterai au jour habituel. Voilà. Donc je vous remercie tous ceux qui ont pris la peine d'écouter, et tous ceux qui prendront la peine d'écouter, surtout en différé. Et puis, ma foi, je vous souhaite une bonne soirée à tous et une bonne semaine. Semaine raccourcie pour ceux qui travaillent grâce au 1er mai. Donc fêtons dignement le travail et reposons-nous bien. Donc voilà, bonne semaine à tous et puis écoutez, à bientôt.